Salut la gang, bienvenue à un dernier, peut-être juste un petit dernier pour la cause épisode du balado. J'essaie d'arrêter ce podcast dont l'objectif c'est d'arrêter de faire le podcast. Mais c'est difficile parce que je souffre de ce fameux TOC au carré ici, ce trouble obsessif de la curiosité compulsive. Et des fois j'ai des crises de curiosité maladive, c'est symptomatique chez moi. Et la seule cure au TOC au carré, c'est de faire des podcasts. C'est la seule chose qui soulage les symptômes, au moins de façon temporaire. Et après ça, on peut vivre un peu plus normalement dans la tête. Si vous aussi, d'ailleurs, vous souffrez peut-être de cette curiosité maladive, ben, joignez-vous à moi, hein. On va essayer d'inviter des gens qui connaissent plus de choses que nous et se soulager la curiosité en se faisant informer de sources le plus fiables possible et en ayant une discussion assez constructive autant qu'on est capable. Mais bien sûr, on est loin d'être parfait, mais on essaye d'apprendre un peu plus à chaque fois pour soulager cette curiosité. Et on essaie toujours d'arrêter le podcast, de dire, ah, c'est fini, c'est bon, j'ai traité la majorité des sujets possibles, mais souvent, il y a quelque chose qui arrive dans l'actualité ou whatever, dans mes algorithmes qui pop un peu ma curiosité, qui fait disjoncter mon cerveau. C'est le cas de, il y a 2 jours, en fait, c'est passé une petite anecdote intéressante sur X et ça m'a tellement travaillé que j'ai pas pu m'empêcher d'inviter une nouvelle personne au podcast qu'on va recevoir dans un instant. Mais je veux vous montrer un petit peu rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Une des choses qui nous intéresse ici, hein, c'est un peu l'interaction entre les différentes sphères, si on veut, de la société civile, les différents groupes de conscience, que ce soit au Québec ou même partout ailleurs sur la planète, comment ça interagit et comment tout ça évolue d'une certaine façon pour voir un peu vers où on s'en va en tant qu'humanité. Et donc, cette semaine, il y a Frank du podcast extrêmement connu au Québec, le podcast Yann et Frank. D'ailleurs, on va en profiter pour leur dire bravo pour votre travail, merci pour votre service, parce que je pense qu'ils vont être en retransformation dans les prochains mois de leur côté. Fait qu'on va leur souhaiter le meilleur succès là-dessus. Mais Frank a partagé le vidéo de l'infameux de Kirk Streamer au Royaume-Uni et de toute cette espèce de projet de loi supposément voulant interdire les réseaux sociaux, l'accès à certaines plateformes en ligne aux gens ou aux enfants finalement de moins de 16 ans. Et il a commenté en fait le vidéo et notre invité d'aujourd'hui a rajouté un commentaire et là, j'ai pas pu m'empêcher de commenter et donc je vais vous partager ça rapidement ici et ça l'a mené au podcast d'aujourd'hui. Alors, Frank qui dit, on ne peut pas avoir de meilleur exemple du fait que les nations perdent de facto leur souveraineté. Ce sont les mêmes projets de loi, 2 points, on change deux ou trois virgules et on les implante partout en même temps. Et donc là, juste en dessous, on a Julien Garon-Carrier, qui est le fondateur d'Indocile Média, quelqu'un que je vois passer sur les réseaux sociaux depuis environ un an et que j'ai beaucoup apprécié lire et écouter sur d'autres invitations, podcasts qu'il a reçus avec son nouveau média, Indocile Média. Et il a dit, vous parlez comme un homme de la droite nationale, Frank, et non de la droite économique. J'aime ça. Et là, tout de suite, j'ai trouvé ça intéressant. Et moi, j'ai rajouté mon grain de sel parce que de mon côté, quand quelqu'un comme Frank commence à dire on implante tout partout en même temps et toutes les nations perdent de facto leur souveraineté, ça me fait penser un petit peu au complotisme de mon côté, à ceux qui pensent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'international en même temps. Et moi, j'ai rajouté, vous parlez tous comme des complotistes maintenant, ce fut long, mais finalement, on y est. J'adore ça de mon côté. Et Julien m'a envoyé un de ses articles qui parlait de quelques trucs dont on va discuter aujourd'hui. Alors, j'ai pas pu m'empêcher, suite à ça, d'inviter Julien Garon-Carrier. Alors, on va l'accueillir immédiatement tous ensemble. Julien Garon-Carrier, fondateur de Indocile Média. Salut mon cher, bienvenue à J'essaie d'arrêter. Salut Gab, ça va bien? Ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'apprécie énormément Merci à que toi. tu sois là avec moi. Ben, c'est un grand plaisir. Le paysage médiatique au Québec et en Occident est en transformation quand même radicale, si on veut, depuis plusieurs années, surtout depuis la pandémie, je pense. Tu fais partie de cette transition-là. Tu as fondé, juste avant qu'on commence, tu me dis, il y a environ un an, Indocile Média. Fait que, avant qu'on aille dans les sujets et tout ça, fais-moi peut-être un petit rapide portrait de c'est quoi la mission de Indocile Média? Quand est-ce exactement que tu l'as fondé? Comment ça va avec ton entreprise? Es-tu satisfait du chemin parcouru et de la place que tu as pris dans cet espace médiatique alternatif? OK, oui, bon, ça met bien la table. Ben, merci de l'invitation. Salutations à tous les auditeurs aussi, Gab. Donc, Indocile Média, en fait, là, c'est un projet qui est né
en juin, ben en fait, bien avant juin 2025, mais qui a été lancé en juin 2025 avec le but d'être un média indépendant pour pouvoir libérer la parole, parce que l'écosystème médiatique québécois est somme toute, je dirais, uniforme dans sa manière de livrer l'information. Moi, je ne m'inscrivais plus dans cette tendance-là depuis la pandémie, je dirais. Et étant journaliste de métier, j'ai voulu avoir ma propre plateforme et mon média indépendant pour pouvoir dire ce que je veux dire, de la manière que je veux dire, traiter l'information comme il me plaît, avec les angles dont je veux traiter, faire de la nouvelle, faire de l'éditorial, faire de l'enquête, faire du journalisme de données, tu sais, toucher à tout, là, tu sais, c'est comme un peu un rêve là, pour un journaliste. En fait, c'est trop là, pour un journaliste seul, là, parce que quand tu startes ta plateforme, généralement, tu sais, puis moi, je commençais de zéro, là, si on veut. Je n'étais pas connu au Québec. Là, je suis toujours pas connu au Québec. J'ai été journaliste dans les médias mainstream, là, notamment pour l'agence QMI, avec mes textes publiés sur le Journal de Montréal, Journal de Québec, TVA, tout ça. Mais tu sais, qui c'est qui remarque, c'est qui les journalistes de. Tu sais, au mieux, tu as une petite photo carrée là, en dessous de la photo de l'article, puis ton nom. Puis, tu sais, je veux dire, à part les stars, là, on remarque pas c'est qui là, les journalistes au quotidien des médias. Là, tu sais, Fait que t'es pas connu forcément, mais tu sais, j'ai du métier derrière la cravate, puis j'ai toujours eu une tête forte, puis je voulais imposer mes idées, je voulais écrire comme je le souhaitais. Fait que c'est de là qu'est né Indocile Média. Nice, nice. Puis comment tu trouves ça, en fait, finalement, une fois que tu as sauté la barre puis tu es sauté dans l'arène littéralement, c'est-tu plus difficile que ce que tu pensais de faire ta place comme média indépendant? Est-ce Ben que oui, c'est ça, c'est dur. ben, j'imagine que tu t'y attendais un peu aussi, là, tu sais. Mais est-ce que tu es satisfait, en fait, après un an du chemin parcouru? Tu sens-tu que tu as une progression viable et est-ce que tu sens que tu vas poursuivre? Ou, tu sais, parce que peut-être c'est tellement dur que tu dis, ouais, je sais pas à quel point je vais être capable de tenir ça pendant plus qu'un an ou deux, tu sais, je sais pas, tu sais. Non, non, mais c'est sûr que je vais poursuivre, là, mais oui, c'est difficile. C'est difficile parce que tu dois te construire une audience qui va te suivre, une audience qui va te suivre. Tu dois te bâtir des réseaux sociaux. Faut se situer. Tu sais, moi, avant ça, j'étais dans les médias mainstream. Fait que les points de vue que je tiens maintenant, je pouvais pas les tenir alors que j'étais journaliste dans les médias mainstream, tout simplement parce que j'affichais mon opinion sur la place publique. Puis, en tant que journaliste, tu dois avoir un devoir de réserve, surtout si tu fais de la nouvelle objective. Fait que t'es pas supposé émettre tes opinions sur la place publique, dans les réseaux sociaux, tout ça. Puis, fait que, tu sais, moi, ça faisait en sorte que plutôt que de m'exprimer publiquement, tu sais, alors que je pensais pas du tout comme les médias, comme tu sais, mettons le courant dominant dans les médias mainstream, ben, tu sais, j'avais tout simplement pas de réseaux sociaux ou à peu près pas des comptes fictifs là, juste pour suivre l'actualité, puis c'est tout. Fait que ça fait en sorte que tu sais, je suis parti de zéro, là. Moi, j'ai créé un nouveau compte X l'année dernière, j'avais zéro followers. Puis, tu vois, là, un an plus tard, j'en ai quasiment 1900. C'est sûr que c'est pas facile, ça grossit organiquement. Je prends pas de publicité pour ça. Même chose du côté de Facebook. Puis dernièrement, j'ai ajouté Instagram puis TikTok. Ouais. J'ai un Telegram aussi, mais c'est marginal. Mais oui, tu sais, je pense que je suis passé de comme le premier mois, j'avais comme 150 lecteurs, je pense, sur mon média pour le premier mois, là, tu sais, à 5000 le mois dernier, là, tu sais. Fait que j'ai cinq quand mille même eu. mensuels? Ouais, le mois dernier. Fait que, tu sais, j'ai quand même eu une belle progression en un an, puis je pense que ça va continuer aussi. Euh, Plus les choses vont évoluer. C'est sûr que c'est difficile pour le journalisme écrit. Moi, c'est un peu mon dada, là. Le journalisme écrit, c'est ce que j'aime faire. Mais j'ai découvert que d'un point de vue marketing, tu ne pouvais pas éviter de t'inscrire sur les réseaux sociaux avec des shorts. Il faut que tu fasses des petits vidéos, des clips punchés pour augmenter ton following, là. C'est comme ça que ça marche. Puis après ça, tu attires du trafic vers ton site web pour être en mesure d'avoir un lectorat qui grossit. Tu sais. Et idéalement, vendre des publicités ou récolter un membership de gens qui vont te soutenir mensuellement aussi. Ouais, c'est ça. Sinon, je développe des produits aussi. Tu sais, comme si tu regardes la section, mettons, ferme Ouais, pour les gens l'encadré qui là, pour sont nous soutenir. à l'audio seulement, là, je partage un peu le site web. Là. Donc, c'est pour les gens qui ne voient pas, c'est indocile, indocilemedia.com, indocilemedia.com.
On est sur la page d'accueil. Évidemment, il y a tous les articles avec des onglets. Et puis, on peut soutenir la mission de Julien Garon-Carrier au besoin en faisant des dons ou autre. Tu voulais me montrer quelque chose de rapide? Ah, ben c'est ça. Ben, en fait, si tu survoles la section là, service d'intelligence politique, Oui, d'ailleurs, euh, c'est une des choses que je serais revenu plus tard parce que j'aime beaucoup la phrase et ce branding-là. Service d'intelligence politique, ça fait très, très nice. Donc, ben, qu'est-ce c'est que... ça, en fait. C'est que j'ai développé des produits à partir de l'intelligence artificielle avec une revue de presse des médias québécois bi-quotidienne, donc publiée à 7 heures et à 15 heures tous les jours. Donc, ça va sur les sites web des grands médias québécois. Ça récolte les 6 articles les plus lus de chacun de ces médias-là. Ça les lit, ça les analyse, ça les synthétise et ça les livre dans un document complet euh, PDF, là, et c'est une revue de presse. Donc, pour qui veut rester informé exhaustivement de l'actualité tous les jours, tu prends ça le matin en buvant ton café à 7 h, 7 h 15. Tu sais exactement ce qui se passe puis ce qui se dit dans les médias québécois très rapidement, en 15 minutes, c'est lu. Puis, ceux qui veulent approfondir ce qui se passe en Amérique du Nord, j'ai aussi le rapport de surveillance politique. Donc, ça fait le tour de l'actualité. Pardon. Euh, Ça fait le tour de l'actualité nord-américaine avec une section US, une section Canada, une section Québec. Puis ça va vraiment chercher les grands médias américains, là, genre Fox News, CNN, pour savoir tout ce qui se dit. Ouais. Même des médias comme genre The Hill, tout ça, là, tu sais. Ouais. Puis pour le Canada, ça va être style Globe and Mail, National Post, CBC, tout ça. Fait que tu sais ce que les grands médias disent dans la journée, tu sais. Puis ça, c'est pas une revue de presse, là, le rapport, c'est vraiment une analyse. Fait que c'est fait avec différents prompts là, d'intelligence artificielle, mais le produit est bon, c'est bien rodé. Puis généralement, une firme avec laquelle tu vas faire ça, tu vas faire affaire pour avoir ce type de produit-là, vont te charger des milliers de dollars par année. Moi, je vends ça comme 300$ par année ou 30$ par mois. Puis honnêtement, moi, je le consulte tous les jours là, pour savoir ce qui se dit dans l'actualité. Et honnêtement, c'est sa coche. Moi, je trouve que c'est très, très utile. Là, t'as skippé un de tes produits, la revue de presse Médias alternatifs. Fait que tu fais aussi la même chose, mais avec les médias alternatifs du Québec, Oui, ce c'est qui est vrai, tu as directement raison. un peu dans le bain de ce qui nous a mené au podcast d'aujourd'hui, d'ailleurs, un peu l'interaction entre grands médias, médias alternatifs et médias disons, à plus petite audience. Donc, tu fais ça avec Indocile, Libre Média, Nomos TV, Hello veut savoir, Pilule Rouge et peut-être quelques autres. Le même format, j'imagine. Fait que les gens peuvent comparer qu'est-ce qui se dit en alternatif au Québec puis qu'est-ce qui se dit C'est ça, dans les médias subventionnés, si on veut. tout à fait. Très cool, très cool. Écoute, laisse-moi te demander, pendant qu'on est là-dedans, on voit ici sur ta page d'accueil, In Libertate Veritas. Qu'est-ce que ça veut Oui, dire? c'est ça. Ben, Et c'est j'imagine que du ça parle latin. de liberté. Donc, qu'est-ce que C'est ça veut du dire et latin. c'est quoi l'importance de ça? Ça veut dire que la vérité libère. La Ah, vérité libère. Donc, tu sais, quand on est journaliste, on se décrit comme étant le chien de garde de la démocratie, ou du moins, on aime croire que le journalisme, c'est supposé être le chien de garde de la démocratie, c'est-à-dire le quatrième pouvoir après le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Euh, donc, nécessairement, pour prendre des décisions rationnelles en société, on doit avoir une information qui est factuelle. Donc, si on a une information qui s'inscrit en faux par rapport à la réalité, qui est en complet décalage avec la réalité, on ne pourra pas être en même de prendre des décisions rationnelles. On va prendre des décisions sur la base d'une information qui est biaisée ou qui est erronée. Donc, la vérité libère, c'est-à-dire que c'est le premier pas pour être en mesure de faire les bons choix en tant que société. oui, absolument. Donc, j'imagine que ton objectif à moyen terme ou peut-être plus long terme, c'est de ramasser assez de clout et de fame pour être recruté par les décrypteurs et faire du fact-checking. Ça doit être ça, j'imagine, le Aïe, but. Parce que aïe, tu veux aïe. être sûr que tu es factuel et que les faits sont justes. Donc, évidemment, il faut que ça passe par les décrypteurs et les fact-checkers, n'est-ce pas? On se comprend? Ah, man. As-tu eu accès au Twitter Files?
T'as-tu lu les J'ai Twitter j'ai Files? pas lu les Twitter Files, j'ai lu des rapports, tu sais, comme Michael Schellenberger, puis d'autres personnes C'est canadiennes ça. à ce moment-là. Tu sais, évidemment, je connais le dossier, mais plus d'un point de vue large. Là. Fait que je pourrais pas te donner des détails sur la chronologie spécifique de trucs, là. Mais j'ai vu. Moi, j'ai lu beaucoup les Twitter Files à l'époque. J'ai aussi lu ce que On se reporte Schellenberger a fait. en, je dirais, 2021-2022, j'ai envie de dire, 2022. Non, je pense qu'on est en 23 là, Même quand, 23 un X, peu. quand Musk a acheté Twitter, avant de le rebrander pour devenir Ouais, X, t'as il a raison. donné accès au serveur à des journalistes d'enquête indépendants parce qu'il savait que les Ouais. médias mainstream étaient corrompus. Puis il a donné accès notamment à Michael Schellenberger et Matt Taibbi, qui sont deux journalistes américains que j'aime beaucoup, que je suis, que je lis pas nécessairement régulièrement, là, mais tu sais, je garde un œil là, quand même assez Il n'y avait pas souvent. aussi la fille qui a Puis, parti de True to Report, j'oublie son nom, là. Euh, Palaël, je ne l'ai pas lu. C'est les en tout deux cas, seuls que j'ai lus par rapport elle était au dans Twitter Quillette Files. aussi, je pense. Peu importe. OK, ouais. Puis, tu sais, je veux dire, le rôle là, des fact-checkers là, dans les Twitter Files était immense. En fait, c'est les gardiens de la normativité consensuelle de la pensée dominante. C'est ça, ce n'est que ça, là, des fact-checkers. Donc, tu sais, les décrypteurs se situent peut-être aux antipodes euh, de ce que l'on fait à Indocile Média. C'est assez fascinant, en fait, hein. On est vraiment, et ça fait toute partie un peu de, si on prend un pas de recul, de l'espèce d'inversion un peu des choses, tu sais, qu'on peut sentir parfois qu'on a l'impression de vivre dans un monde inversé parce que les fact-checkers, finalement, s'occupent d'empêcher les gens de chercher les faits et de vérifier les faits en faisant une espèce de chape de plomb. Et le parallèle que, bon, moi, évidemment, on se connaît pas beaucoup, tu sais, mais mon intérêt personnel est beaucoup plus pour l'aspect scientifique des choses. Mais ce qu'on appelle comme les éditeurs de journaux et puis les revues par les pairs, dans les faits, tu sais, au fil du temps, c'est devenu quelque chose seulement qui exclut la recherche alternative et la remise en doute de ce qu'on appelle les consensus scientifiques d'une certaine façon. Et donc, les fact-checkers et les supposés réviseurs d'articles scientifiques se retrouvent à être des organes qui finalement favorisent le consensus ou le point de vue dominant, comme tu disais, par rapport aux médias. Fait que, Ouais. c'est assez Moi, intéressant. j'appelle ça des univers parallèles, tu sais. J'appelle ça des univers parallèles, puis eux autres, ils aiment ça nous décrire comme étant des complotistes, des coucous, du monde tu sais, qui sont pas fondés sur la science ou qui sont pas fondés sur leur champ d'expertise, donc ils n'ont pas nécessairement l'autorité pour pouvoir émettre un point de vue sur tel ou tel enjeu, tu sais. Alors qu'il y a plein d'experts indépendants qui se retrouvent ailleurs que dans les médias de masse. Mais là, à partir du moment où tu vas trouver quelqu'un qui est compétent, qui est qualifié, tu sais, puis qui est un expert dans son domaine, ben là, à ce moment-là, ils vont le décrédibiliser, cette personne-là, ou d'une part, soit ils vont faire ça, ou sinon, ils vont faire valoir le consensus scientifique, puis ils vont dire, ben lui, c'est un chercheur à la marge, donc il ne s'inscrit pas dans le consensus. Donc, c'est un contre plusieurs, tu sais, mais ça, c'est un faux dilemme, en fait, parce que la vérité n'est pas garante du plus grand nombre. La vérité existe au-delà de ce que l'on peut penser d'elle, au-delà d'une construction sociale qu'on peut projeter sur elle. Il y a comme une vérité ontologique de l'existence de l'univers, une vérité ontologique de l'existence du monde physique, du monde empirique, épistémique. Ça existe, nonobstant ce que l'être humain va penser sur ce donné physique-là. Donc, J'aime ça en fait parce que tu parles en nécessaire. même temps de toute la notion un peu qu'on associe à l'aspect maintenant qui est rendu appelé woke de ma vérité et du relativisme moral et donc que tout le monde a sa propre vérité et donc finalement il n'y a plus vraiment de vérité. Dans cette optique-là, eux autres, c'est comme si les vérités se valent toutes l'une que l'autre, mais toi, tu es plus dans le type de dire non, il y a quand même une vérité, comme tu disais, donc universelle, qui peut être recherchée à tout le moins et qui existe, même si elle n'est pas mise de l'avant par un point de vue en particulier. Ben, pas exactement. Je pense pas que c'est les décrypteurs ou les fact-checkers fassent la promotion du relativisme. Non, 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 je te M- parlais pas des décrypteurs, m- excuse-moi, je faisais le parallèle entre cet univers-là et dans l'aspect plus politique gauche-droite, donc l'aspect relativisme moral versus, ou relativisme de la vérité versus
la vérité absolue, si on veut. Mais peut-être que Ben, je t'ai pas rejoint c'est-à-dire avec que mon oui, parallèle, c'est correct. moi, c'est-à-dire que je crois que oui, il y a une vérité absolue, là, tu sais, ben, on peut juste tendre à la chercher. Tu sais, on pourra peut-être probablement jamais la trouver à partir de la science, tout simplement parce que on est confiné à l'univers matériel qui est régi par les sens, puis il y a une limite à laquelle on peut euh, tendre pour étudier l'univers qui nous entoure à partir des cinq sens, tu sais, puis des instruments qui nous sont donnés. Mais ceci étant dit, il reste néanmoins qu'à travers la science, on est capable d'effectuer un progrès matériel. Tu sais, le progrès moral, c'est pas donné. Tu sais, est-ce qu'on est plus, est-ce que la société est plus avancée sur le plan du progressisme aujourd'hui qu'il y a 50 ou 60 ans? Ben, je ne sais pas. Moi, quand je regarde la dégénérescence woke, quand je regarde la dissolution de la famille, quand je regarde justement le relativisme moral, c'est-à-dire que ma manière de vivre est aussi bonne que la tienne, ben non, je pense qu'il y a une forme de vie qui est plus élevée qu'une autre. Par exemple, tendre à vouloir avoir une famille, un foyer stable, perpétuer, s'aligner à travers une nation, pour moi, c'est un objectif louable. Tu comprends? C'est une forme de vie qui est plus haute que quelqu'un qui a une couette de cheveux mauve, puis qui milite pour les causes LGBT trans, Palestine, whatever, man, puis qui fait partie des antifas. Tu sais, pour moi, c'est une forme de vie Exact. euh, qui tend pas à un haut degré moral en tant qu'objectif d'accomplissement. Mais ces gens-là, par exemple, diraient l'inverse de nous, tu sais. Ouais. Ils diraient c'est des arriéristes, des attardistes, des traditionnalistes. Et donc, ce sont des conservateurs réactionnaires, tu sais, alors que nous, on représente le futur de l'humanité. Ben, tu sais, le futur de l'humanité, c'est quoi? C'est quoi? C'est la déconstruction de l'individu, tu sais. L'homme devient femme, c'est l'inversion. C'est quoi cette affaire-là? Fait qu'à un moment donné, tu sais, ce type de relativisme-là peut peut-être bien s'imposer à l'individu parce que chacun est libre de ses choix en démocratie dans euh, un écosystème économico-politique libéral. Mais par contre, en science, euh, normalement, on a des données objectives. Bon, mais sur les données objectives, il y a plein de facteurs qui font en sorte qu'il y a de l'influence, du trafic d'influence. Par contre, par exemple, on nous parle d'un consensus scientifique, mais qui sont les gens derrière le consensus scientifique? Qui sont ces gens-là? Ont-ils des intérêts? Sont-ils, je ne sais pas, moi, ils ont-ils une chaire de recherche qui serait payée par Pfizer, par exemple? Puis là, j'ai des noms qui me viennent en tête là, par rapport à la pandémie. Donc, des experts qu'on voyait à la télévision québécoise pendant longtemps, puis pratiquement à tous les jours durant la pandémie, alors qu'il y avait des chars de recherche Pfizer. Si c'est pas un conflit d'intérêt, c'est quoi ça? Fait que, tu sais, qu'on vienne me parler du consensus scientifique alors qu'on a des lanceurs d'alerte qui sont des gens hautement qualifiés dans leur domaine, qui vont réussir à euh, émettre de la bonne science, qui sont indépendants puis qui tirent la sonnette d'alarme, mais parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans le narratif dominant, parce qu'ils ne se plient pas à l'orthodoxie politique, du monde du financement de la recherche universitaire, puis parce qu'ils ne se tiennent pas, c'est très tribal en fait, ils ne se tiennent pas avec la bonne gang de chercheurs, ils ne sont pas publiés dans les bonnes revues, tout ça. Bon, ils ne font pas partie du consensus scientifique. Puis là, après ça, nous, on va remettre notre indépendance d'esprit entre les mains de gens qui sont des décrypteurs, qui ont un bac en communication, puis qui eux autres vont voir les experts, OK, je fais des air quotes, là, les Ouais. experts qui sont mandatés par le régime du consensus scientifique qui lui-même est intéressé de par le fait qu'il s'inscrit dans un courant politique, économique, etc. Euh, Puis nous, il faut croire ça, ces gens-là, tu sais, qui sont pas mieux placés que toi puis moi pour réfléchir par eux-mêmes. Non, non. OK? In libertate veritas. Mais Richard Martineau l'a dit pendant la pandémie, il dit nous autres, dans les grands médias, je sais pas si tu te souviens un de ces clips-là, mais nous autres, dans les grands médias, on a des gens qui vérifient les faits. On a une équipe, on a un budget, on a des experts qui vérifient ce qu'on publie. Et donc, nous, c'est fiable ce qu'on fait, alors que les gens sur YouTube, etc., c'est n'importe quoi. Ça, Et c'est quoi? évidemment, à la fin de la pandémie, Richard Martineau, il avait fait un petit vidéo d'excuses aux complotistes, quelque chose comme ça.
Ça m'avait fait rire, tu sais, je le Ça, filais moyen son excuse, mais il y a eu un certain, il y a eu beaucoup, en fait, je pense, de feedback, là, tu sais, pendant la pandémie. Ils se sont ravisés un petit peu dans leur approche, là, surtout la ben, gang c'est de pas pour, Cube un peu, là, tu sais. c'est pas pour rien qu'ils ont créé Cube Radio. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils se rendaient bien compte qu'ils étaient plus capables d'aller chercher des parts de marché avec ce qu'ils faisaient. Tu sais, parce que quand tu veux boulier les gens comme ça, puis quasiment faire du genre de doxing journalistique pendant la pandémie à tous les jours dans ton journal, c'est clair que tu te mets la population à dos, là, tu sais. Puis, tu sais, le point de vue des complotistes durant la pandémie, OK, n'a pas été relayé par aucun média de masse, si ce n'est que pour le dénoncer. Ouais. Mais la même audience qui aujourd'hui écoute Cube Radio était probablement ces gens-là qui, pendant la pandémie, étaient doxés ou intimidés ou dénigrés par ces mêmes médias de masse-là. OK? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que c'était payant d'aller là. C'est des parts de marché, c'est tout. C'est juste ça. Mais moi, j'apprécie quand même le contenu à Cube Radio. Là n'est pas la question. Ouais. Là. Mais ils se sont ravisés. Pourquoi? Ben parce ils se rendaient compte que les gens, là, ils sont capables d'aller par eux-mêmes sur différentes autres plateformes, que ce soit des Substack, que ce soit sur X, qui est une source phénoménale d'informations, qui peut être probablement un des médias sociaux les plus consultés au monde, à partir duquel on peut trouver le plus d'informations au monde. Euh, les gens se font leur propre idée. Ils ne sont pas plus caves. Pourquoi ils seraient plus caves? Parce qu'ils lisent des sources alternatives d'informations que des médias de masse. Pas pantoute. sais. Mais là, ils vont. C'est parce que c'est toujours l'idée du professionnalisme, puis nous, on a des règles, la rigueur, tatati, tatata. Dans les faits, quand tu regardes l'état du journalisme aujourd'hui, mon gars, là, je veux dire, Radio-Canada est rendu idéologique, là, biaisé, mon homme, à 100 000 à l'heure. Euh, après ça, tu sais, moi, j'ai une section sur mon média qui s'appelle Média pathétique où est-ce que je reprends, tu sais, puis j'ai pas le temps de tout traiter ce que je vois, là. J'en prends un de temps en temps, puis tu sais, j'y mets une étampe, paf, pathétique en rouge, puis je mets un fond noir, là. Puis j'explique pourquoi, en fait, là, puis c'est un texte qui est très, très rationnel, puis qui va aller chercher les éléments dans le texte du média, puis qui va les analyser, puis qui va dire pourquoi je trouve ça pathétique. Mais, euh, mais euh, Québécois s'en sauve pas par rapport à ça. Tu sais, dernièrement, j'ai fait un article sur le meurtre qui a eu lieu, le meurtre présumé, OK, qui a eu lieu dans un Walmart à Montréal-Nord. Puis, Ouais. qu'est-ce qu'a fait Québécois, man? Ils sont allés interviewer, OK, pour avoir la version des faits, ils sont allés interviewer les amis des accusés le soir où ils sont passés en cours. Puis ils les ont légitimés, OK, en décrédibilisant la victime qui est décédée, qui ne pourra jamais donner son point de vue, et en disant qu'il y avait eu des propos racistes, puis que sans ces propos racistes-là, cette victime-là ne serait jamais décédée parce que c'est à cause de ça qu'eux autres ont agi. Donc, ils ont été provoqués. Mais là, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Quand tu veux une version officielle des faits, des événements, tu vas voir la police, tu essaies d'avoir des témoins oculaires de l'événement, puis tu recoupes tes sources d'informations, tu vas avoir plusieurs personnes qui vont te rapporter les affaires, puis là, tu vas reconstruire ça. Tu ne vas pas chercher des propos qui vont être officiellement biaisés parce que ces personnes-là, ce sont les amis des accusés. Ils sont intéressés, ils ne sont pas désintéressés. Puis tu fais valoir un seul point de vue, c'est-à-dire celui de ses amis. Puis là, ils vont dire non, non, on a conservé l'équilibre, on est allé aussi interviewer les amis du gars qui est mort. Mais ça n'a pas rapport, ça. C'est pas ça, là. Tu sais, tu es en train de faire une construction narrative. C'est ça que tu fais. Puis Ouais. dans ta construction narrative, tu es en train de légitimer le meurtre, OK, sur la base d'accusations de racisme. C'est capoté. Quand tu regardes ça, tu te dis, bon, ben, l'écosystème médiatique, il est biaisé à gauche, il est biaisé à droite, puis il est pas nécessairement sain aujourd'hui. Fait que, tu sais, on peut bien reprocher tout ce qu'on veut à mon média. Pense pas être pire que personne d'autre, là, honnêtement. Est-ce que Tu tu sais, fais par rapport exactement à ce cas-là, est-ce que tu as suivi le verdict aux États-Unis de Camelo Anthony qui a ouais, ouais, ouais. poignardé un jeune blanc qui l'avait supposément Austin Metcalf. poussé un peu, Metcalf exactement.
le gars est décédé, puis là, il a été condamné à 35 ans de prison, mais c'est le même pattern, en fait, là, dans les médias. Et surtout sur les réseaux sociaux aussi, tous les gens se basent finalement sur le prisme racial pour dire que si jamais le jeune blanc était pas venu lui demander de se tasser, ou ils disent qu'ils l'ont bullié, il l'a bullié un petit peu, il l'aurait pas poignardé, tu sais. Et donc là, c'est comme de défendre, de légitimer. Tu sais, donc c'était un bon gars, il a juste poignardé l'autre parce que l'autre il a été méchant avec lui un peu ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, c'est de légitimer un meurtre quand même, c'est assez fou, là. Tu sais, j'ai vu ça pendant 3 jours, là, Mais dans les ça, 3-4 derniers jours. Tu sais, mais c'est ça, le faut se même demander pourquoi. Mais tu sais, Gab, pourquoi c'est rendu un comme ça? pattern qui est partout en Occident, en fait, dans les médias, tu sais, C'est ça. et qui Ouais. répand dans la population par memes. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Mais tu sais, ça fait longtemps que c'est en construction, ça fait longtemps que c'est promu. C'est à cause de l'idéologie woke. C'est à cause qu'on a légitimé des idéologies à travers l'université puis à travers les médias pendant des années et des années, OK, de déconstruction sociale, déconstruction de l'identité, de haine raciale envers l'homme blanc, colonisateur par excellence, coupable de tous les maux. C'est parce qu'on a promu les identités de genre, le LGBTQ, tatati, tatata, tout ça, ça fait en sorte que le seul grand coupable de l'histoire, c'est l'homme hétérosexuel blanc contre qui tout est à peu près permis, parce il est à l'origine de tous les maux dans ce type de théorie-là, tu comprends, dans ce type d'idéologie-là. Donc, peu importe ce qui va lui arriver, c'est pas vraiment grave. Puis Parce qu'en on en fait, est rendu. si on l'attaque, cet ennemi-là, en fait, on prévient la montée du fascisme et la montée du nazisme ou du totalitarisme. Donc, c'est légitime, en fait, d'attaquer cet homme blanc-là, cet ennemi-là, parce qu'en faisant ça, on, on crée une meilleure société en empêchant l'homme blanc réactionnaire de retomber dans les plus bas instincts des années 30 et de l'humanité, tu sais. Et Mais d'ailleurs, ça, c'est capoté. on va faire un petit switch de réunion immédiatement, puis on va poursuivre sur la même lancée. Donc, non, ben c'est ça, en fait, j'étais comme, donc, donc tu sais, dans ce point de vue-là, exactement comme tu dis, dans ces théories-là ou dans ce mindset-là, c'est une bonne chose, finalement, d'attaquer, tu sais, donc c'est un peu tout le prisme antifasciste de légitimer pratiquement la violence physique face aux adversaires pour, parce que de toute façon, c'est des gens qui vont sombrer dans le fascisme un jour ou l'autre, donc, tu sais, c'est quelque chose qui est complètement distorsionné. Euh, selon ma perspective, bien sûr, mais je Ben veux oui, faire parce une petite qu'en fait, parenthèse. tu effectues une inversion de la réalité. C'est ça qu'ils ont fait dans le texte du Journal de Montréal par rapport à cet individu-là. J'ai oublié son nom, c'est Giovanni Ray Robbins, qui est décédé au Walmart de Montréal-Nord. Walmart. C'est-à-dire que, étant donné qu'il avait fait des accusations, ben, il y a des accusations racistes contre lui, c'est comme tous les propos qu'on rapporte dans l'article, c'est comme si c'était lui le bourreau, puis que ces gens-là qui l'ont tué étaient devenus les victimes parce que comprenez-les, c'est des bons gars, comprenez-les, il y avait des bonnes notes à l'école, comprenez-les, euh, c'est des gars, c'est des garçons discrets. Alors que lui, ben, tu sais, il a tenu des propos racistes, alors c'est une mauvaise personne. Bon, alors d'une part, on ne sait pas si c'est vrai, c'est la version intéressée des amis des accusés, premièrement. Deuxièmement, ben, tu sais, où est-ce que ces gens-là ils ont pris cette version-là? Ben, des accusés eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'ils l'aient su ce qui s'est passé? Donc, non seulement c'est les amis des accusés qui sont intéressés, mais en plus, c'est du oui-dire. Parce que c'est pas une version officielle. Du Ouais. oui-dire, c'est interdit en cours. Et ils nous rapportent ça dans les médias. Puis, ben, c'est une inversion de la réalité parce que ça fait passer la victime, en fait, pour le bourreau. C'était légitime parce que, voyez-vous, il a tenu des propos racistes alors qu'il est décédé, puis on ne saura jamais si c'est vrai qu'il y a eu des propos racistes ou pas. Tu sais? Ouais. Fait que ça, c'est. Mais pour pouvoir écrire un article comme ça, là, qui est absolument lunaire, là, c'est capoté, ça. Faut se situer. Là. C'est qu'un article comme ça a été publié dans le Journal de Montréal sans que ça suscite plus de réactions, c'est fou, raide. Capoté. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui ont réagi. Là. Moi j'ai écrit un article média pathétique là-dessus. J'ai beaucoup réagi. J'ai fait d'ailleurs une vidéo qui a pas mal tourné sur Facebook. Là, je pense qu'elle a eu comme 115 000 vues, puis 20 000 sur X. Là, fait que c'est quand même un bon score, là, compte Ah, tenu que j'ai c'est pas une des beaucoup. choses que j'ai pogné de toi la semaine passée, ben, des derniers jours sur X, là, justement. Étant donné que j'ai pas un gros followship, mais tu sais, faut se situer, c'est-à-dire que pour que les journalistes croient
que ce soit légitime d'écrire un article de la sorte, il faut qu'eux-mêmes aient intégré ce logiciel antiraciste-là, issu des idéologies postmodernes de détestation de l'homme blanc, plus plus. Il faut que ça soit comme devenu inconscient chez toi. Il faut que ça soit ancré dans ta tête. Parce que sinon, tu te rends bien compte que ça n'a aucun sens de publier un texte comme ça d'un point de vue journalistique factuel. Tu fais de la nouvelle, là, c'est pas de la chronique, c'est pas de l'opinion, là, c'était de la nouvelle, cette affaire-là. Plus inquiétant encore, ça a passé les garde-fous de la publication. Il n'y a pas, je sais pas, on est l'été, dans les salles de rédaction, souvent, il y a des remplacements, c'est des nouveaux qui travaillent là, tu ne sais pas c'est quoi leur expérience. Ça peut s'excuser comme ça, là. Des jeunes qui sortent de l'université, puis l'université aujourd'hui est woke, je veux dire, de l'antiracisme, endoctrinement postmoderne, ils en ont eu par-dessus la tête, genre à l'université, puis eux autres, ils sont tombés dans la soupe là, quand ils étaient jeunes. OK, mais il y a des garde-fous, man. Tu as un chef de pupitre qui est supposé bloquer ça, ce genre de texte-là. Tu as un directeur de l'information au-dessus d'eux qui est beaucoup plus âgé, qui est beaucoup plus expérimenté, qui devrait dire ben non, ça n'a pas d'allure, là, on est en train de. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a du monde. Il y a des gauchistes sur X qui m'ont reproché. Ah non, non, mais ils font juste rapporter les propos. Ouais, mais attends un peu, tu n'es pas obligé de les rapporter, ces propos-là, parce que on dit souvent le tout est plus grand que la somme de ses parties. Donc, ça, c'est juste des parties pris individuellement, c'est-à-dire les propos des amis des accusés. Mais par contre, OK, le tout, l'article en tant qu'un tout, qu'est-ce qu'il fait? Euh, quel est l'objectif qu'il remplit? Bon, il est une construction narrative qui, somme toute, vient légitimer la mort de cet homme-là sur la base de peut-être des oui-dire d'accusations de racisme. Alors ça, c'est fou raide. Et j'aime ça, Fou raide. l'image que tu On viens de parle de la donner mort d'un homme, là. Ben, c'est ça exactement. Tu sais. J'aime ça l'image que tu viens de donner à la fin, en fait, de prendre la somme des parties pour le tout et que le tout donne des fois un autre ton que les parties prises individuellement. Bon, ici, tu sais, Tout moi, à fait. j'aime beaucoup avec les gens parler de science, mais surtout de l'aspect physique des choses et d'essayer de comprendre un peu les lois naturelles de l'univers. Bon, tu sais, moi, je suis plus dans l'aspect physique alternatif un petit peu. Je pense que les choses sont toujours fractales et holographiques. Pour moi, les choses fonctionnent un petit peu comme ça. Mais tu sais, donc, si on prend un zoom out sur ce que tu viens de dire, tu sais, et qu'on prend un article là, les articles de v'là 3 ans, les articles de v'là 3 ans, mais là qu'on les met ensemble et puis qu'on regarde le tout médiatique généré par tous ces articles-là et la proportion des articles qui sont dans cette faveur-là versus des articles plus objectifs, ben ce tout-là aussi dirige la population, les lecteurs des médias, les consommateurs de l'information vers une direction qui est différente et qui a un autre, disons, agenda sans vouloir anthropomorphiser la nouvelle, mais tu comprends ce que je veux dire, sans donner une intention aux nouvelles elles-mêmes. Le tout qui est édité plus large que ça existe en soi avec à une autre dimension que juste les articles. Et c'est un peu ce que tu parlais tantôt pour faire un retour avec ce que tu disais, l'idée que ces réactions-là, ce matériel-là vient pas de nulle part, ça vient d'une construction faite sur 5, 10, 15 ans, 20 ans et plus, qui ça s'imbrique dans une tendance plus large aussi, si on prend tout ce qui s'est passé depuis la Deuxième Guerre mondiale et puis tout le système mondial économique, financier, l'intrication entre les médias, la science, le système économique, etc. Fait que, tu sais, c'est facile de faire des fois un zoom out, un zoom in. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça être très loin des choses pour voir vraiment le méga, méga picture. Je dis à vol sidéral ou à vol galactique, si on veut, là, même plus qu'à vol d'oiseau. C'est ça qui m'intéresse personnellement. Fait que tu vois un peu le genre de choses avec quoi j'aime jouer ici, là, tu sais, l'espèce des fois de zoom in, zoom out, puis essayer de faire des fois, oups, ok, il y a quelque chose qui se dessine si on prend le temps de prendre un gros pas de recul, si on veut. Mais je veux revenir sur deux petits trucs qui m'intéressent par rapport à tout ce qu'on a dit dans le premier 30 minutes aujourd'hui. Tu as dit tantôt, tu parlais de nous, et je ne sais pas si tu m'incluais là-dedans, mais tu parlais du côté conservateur, en fait. Et je serais curieux de savoir, parce que moi, je ne m'identifie pas comme un conservateur du tout. Tu sais, moi, je viens de région, j'ai grandi à Québec, j'ai passé du temps à Montréal. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais de la gauche, en fait. Un gars de gauche qui est nationaliste dans le sens que j'aime le Québec, j'aime notre société, j'aime le monde, etc. Depuis les 10, 15 dernières années, je suis comme, oups, j'ai l'impression de me faire, tu sais, ceux-là qui se disent racisés, moi, je me sens droitifié ou droitisé par l'ambiance, si on veut, politique actuelle. Et c'est un peu contre moi, tu sais, je n'aime pas ça. Est-ce que donc, toi, tu t'identifies comme conservateur? Et là, ça fait un lien avec le tweet qu'on a montré un peu au début de Frank,
Tu dis, tu parles plus comme un conservateur nationaliste ou, je pense, je sais pas si c'est ça le mot que tu dis, un conservateur nationaliste au lieu d'un conservateur Euh, économique. droite nationale, À droite versus droite nationale, c'est ça, économique. au lieu d'économique. Donc, toi, à quel courant tu t'identifies politique? Est-ce que dans ton prisme médiatique à toi, tu assumes qu'il y a une ligne éditoriale plus conservatrice de toi ou tu tentes quand même d'être impartial comparativement à tes valeurs personnelles qui sont quoi, en fait? Ben ça, c'est intéressant comme question. Puis là, tu sais, il va falloir m'excuser. Je suis tout seul à runner mon média, là, tu sais, chez Indocile Média. Fait que j'assume tous les chapeaux. Fait que nécessairement, si j'avais une équipe de 10 journalistes, la personne qui ferait Média Pathétique serait assignée à cette beat-là, puis ne ferait que Média Pathétique, tu comprends? La personne qui ferait de l'enquête ne ferait que de l'enquête. C'est comme ça que ça fonctionne dans les grands médias. Et la personne qui écrit des éditoriaux se limite aux éditoriaux parce que ça reflète l'opinion de l'éditeur, c'est-à-dire le propriétaire du journal. La personne qui fait de la chronique ne fait que de la chronique parce que c'est sa propre opinion qu'elle donne. Donc, moi, nécessairement, en portant tous les chapeaux, je donne mon opinion quand je fais de l'éditorial, mais quand je fais de la nouvelle factuelle, ben, j'essaie de le plus possible de ne pas donner mon opinion dans l'article puis de faire du factuel. Donc, une distinction qui existe de moins en moins, soit dit en passant, dans les médias. C'est ça la tendance aujourd'hui dans l'écosystème médiatique. Il y a un mélange des genres qui s'est instauré. Maintenant, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale chez Indécile Média? Oui, comme tous les médias, en fait. Hein, tous les médias ont une ligne éditoriale. Si on regarde Radio-Canada, c'est multiculturaliste, multiracial, fédéraliste. Et on ne se mentira pas, là, c'est un instrument qui est à la solde du Parti libéral du Canada. Tu sais, c'est clair. Ça ne peut pas être autrement que ça. On vit dans un système politique qui favorise le bipartisme, le système de Westminster. Et il y a deux partis politiques majeurs. Le reste, c'est somme toute assez marginal là, sur la scène fédérale. Tu sais, as le Bloc là, qui arrive à avoir quelques députés, mais même à ça, le Bloc libéral. Hein. Le Bloc libéral, pourquoi? Ben parce que à 50 les électeurs du Bloc sont satisfaits du travail de Mark Carney. Ou à peu près, tu sais. Fait que, il l'aime bien, notre premier ministre. C'est comme Cormier-Denis dit, des Canabécois. C'est les Bon, Canabécois, c'est ça, les c'est le peuple Québécois. canabécois. Bon, ben c'est ça. Fait que, pendant la période électorale fédérale, la dernière campagne, les conservateurs ont littéralement dit qu'ils voulaient fermer CBC, puis peut-être aussi en partie Radio-Canada. Donc là, ils se sont mis à toujours et à jamais cet organe de presse médiatique-là à dos. C'est-à-dire que c'était, tu sais, CBC, Radio-Canada, en tant qu'organisme, là, était menacé de mourir. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Il y avait un intérêt à soutenir l'adversaire politique des conservateurs. Ça a été très payant pour Mark Carney. Pourquoi? Ben parce que les Canabécois, là, puis les Canadiens, là, ils sont bien attachés à leur Radio-Canada puis à leur CBC. Mhm. Puis les nouvelles qui passent là, ça leur trotte dans la tête 3, 4 fois par jour à la radio le matin, puis au téléjournal le soir. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, ça s'imbibe. Tu sais, c'est la théorie de la seringue hypodermique. Ça te rentre sous la peau, ça, là, tu sais. Et non sans raison non plus. Je veux dire, on s'entend qu'au fil des 50 dernières années, je veux dire, le Radio-Canada et la CBC pour d'autres ont eu un rôle majeur et il y a du Ouais, bon stock qui se sont fait énormément à Radio-Canada à tous les les temps ont niveaux, changé. tant dans l'entertainment que dans la nouvelle, que dans les émissions de Oui, variété ou d'informations variées. Là, tu sais, que ce soit exemple la Semaine verte ou whatever, c'est des bonnes émissions avec du bon contenu. Et donc, mais oui, les temps changent, mais les gens qui sont les Canabécois et qui élisent Carney, c'est les gens qui ont vécu ces périodes-là. Donc, on s'entend que c'est un exact. électorat plus âgé C'est ça. qui ont ça, comme tu disais, injecté sous la peau. C'est Euh, ça. Mais je vais juste finir mon petit tour ben oui, ben oui, ben oui. sur les médias québécois. Fait que, tu sais, ça, ça règle le compte de Radio-Canada. Si on regarde la presse, c'est à peu près la même affaire. Tu sais, multiculturaliste, multiracial, fédéraliste. Euh, hyper subventionné, hyper subventionné. J'ai fait un article de recherche, pardon, un article de journalisme de données sur les médias subventionnés au Québec, là, tu sais. Puis
j'en suis arrivé à la conclusion qu'ils ont été largement subventionnés à hauteur de 300 millions pour l'ensemble là, des médias. Mais tu sais, c'est sûr que ça inclut une subvention de 100 millions pour les publications de Québécois, mais ça reste que tu sais, j'ai fait ça à partir des comptes fédéraux, là, donc ça remonte jusqu'à 2015, OK? Puis, tu sais, c'est sûr que Québécois, pour l'ensemble de ses revues, là, ses publications, là, tu sais, je sais pas, TV Hebdo ou 7 jours, tout ça, tu sais, il y a eu full de cash aussi, mais je l'inclus là-dedans dans les subventions aux médias québécois, là, tu sais, parce que c'est un transfert d'argent fédéral vers les médias. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il s'accapare une grande part du budget. Mais sinon, là, tu sais, tous les autres médias ont largement été subventionnés aussi, là, la presse écrite à travers euh, les, euh, les crédits d'impôt puis les subventions directes, là, c'est phénoménal. C'est ça qui leur permet de survivre. Alors, n'allez pas penser que ces médias-là sont indépendants ou qu'ils ne vont pas mordre la main. Ils vont pas mordre la main qui les nourrit, en fait. Puis c'est le fédéral. Puis même chose au provincial, hein, ils sont hyper subventionnés. Fait que c'est ça qui les garde en vie. Donc, c'est vrai pour, Et bon, c'est ben, probablement le marché d'une certaine façon aussi. Je serais curieux de savoir en fait qui sont les plus grands subventionneurs privés des médias. Je ne sais pas si tu es, au courant de ça parce que il y a probablement des différences entre les médias écrits et visuels au Québec et au Canada versus aux États-Unis. Mais aux États-Unis, les médias télévisuels sont financés à forte majorité par l'industrie pharmaceutique. Je ne sais pas ce que c'est ici, si tu as une idée de ça. Et je dis ça parce que je reviens avec la petite micro-parenthèse que j'ai faite sur Martineau tantôt, puis c'est sorti. Tu sais, je regardais encore, j'aime le lire, tu sais, pour voir un peu qu'est-ce que notre polémiste en chef sort une fois de temps en temps, toutes les semaines, là, tu sais, voir comment il s'exprime sur certains sujets. Mais il n'a pas tant appris d'une certaine façon, où il utilise en fait les mêmes patterns que pendant la pandémie, mais juste avec d'autres gens. Et c'est là que je trouve intéressant de voir aussi, parce que tu parlais tantôt de Cube, et tu sais, puis que Cube, en fait, ramasse un gros électorat. Tu sais, il y a eu tout pendant la pandémie, il y a eu l'évolution, il y a eu, tu sais, il y a eu toute la question avec Choix Radio X aussi, qui a été très, très, très alternatif sur certains sujets, mais pas sur d'autres. Puis là, après ça, Cube a fait aussi une tendance alternative. Puis comme tu as dit, ils ont ramassé une grosse partie de l'audimat, si on veut, de la résistance, si on peut dire, ou des gens qui étaient un peu contre ce qui se passait pendant la pandémie. Mais donc là, présentement, exemple, quelqu'un comme Martineau va dire, et là, il va bâcher, mettons, des gens plus hauts comme Robert F. Kennedy Jr. Tu sais, là, donc, il va traiter RFK Jr. de coucou, de conspirationniste, de complotiste, qui ça n'a pas de bon sens parce qu'il est au gouvernement et c'est un anti-vax et c'est en anti-science, etc. Donc, il y a le même discours, mais sur d'autres cibles que la population, en fait, du Québec pendant la pandémie. Comment tu vois ça, en fait, toi, cette espèce de bifurcation-là d'accusation de complotistes en lien un peu avec ce que je vous ai lancé à toi puis Frank sous le X, en fait, sur la publication, parce que qui a raison finalement, en fait, c'est là que je me posais. Est-ce que vous vous droitifiez ensemble et Frank devient plus nationaliste, tranquillement, pas vite, parce qu'il se rend bien compte qu'il n'y a pas le choix à cause de l'aspect identitaire, peut-être face à l'immigration puis au changement démographique et tout ça, entre autres, ou si tout le monde est en train de se complotiser un peu, et moi, c'est ça que j'amenais. Je disais, non, vous êtes tout en train de vous complotiser parce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des organes internationaux qui sont en train justement de faire appel à la souveraineté à tous les pays en même temps c'est et ça. par leurs intérêts financiers, contrôlent un peu tous les médias de la même façon. Et C'est là, ça. les gens comme Martineau sont coincés entre deux panneaux pour faire on veut plaire à la population, puis on est d'accord sur plein de points, on est anti-woke, mais on ne peut pas aller contre la science, puis on ne peut pas parler contre l'industrie vaccinale pharmaceutique, puis des gros behemoths comme ça, avec plus d'argent de lobby que les trois autres paliers de lobby nord-américains combinés ensemble, là, tu sais. Fait que je t'ai lancé vraiment un gros morceau. Je sais pas ce que ça t'inspire, mais Ben, si on comment revient tu à vois ça? l'article que je t'ai posté là, sur X, tu sais, c'est-à-dire, je t'ai dit, hey, tiens, Gab, j'ai de quoi pour toi, tu sais, Ouais. en réaction au tweet, au post de Frank. En fait, Frank, ce qu'il a dénoté, c'est les conséquences des politiques globalistes. Et moi, j'ai une section sur mon média, je l'entretiens moins en ce moment, là, ben, c'est réaliste versus globaliste. Et le globalisme, ben, c'est un peu le courant dominant chez les élites politiques occidentales à l'heure actuelle. Donc, ce qu'il disait là, lui, que
14 pays ont adopté en même temps, ou à peu près. Là, l'Australie l'a adopté en décembre 2025, là, cette interdiction-là des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Mais sinon, pour le reste, là, ça se fait somme toute dans une fenêtre de temps très, très condensée, avec à peu près tous les mêmes textes de loi là, à quelques variantes près. OK? Donc, il n'y a pas de il n'y a pas d'indépendance législative qui s'impose dans les différents pays occidentaux. C'est quasiment un peu comme ce qui s'est passé pendant la COVID. Tous les C'est pays en ça. même temps adoptent les mêmes mesures, les mêmes C'est protocoles ça. médicaux, Mais c'est le ça, même ça, confinement. c'est du globalisme. C'est-à-dire que là, soudainement, ils ont tous les mêmes problèmes en même temps. Les moins de 16 ans, là, qui ont accès aux réseaux sociaux, puis c'est donc pas bon. Puis, en fait, c'est un appel à l'émotion. Pourquoi? Ben, parce que quand on vous dit vos enfants sont à risque, ben là, whoop, hey, mes enfants, ça vient de chercher. Fait que là, on fait un appel à l'émotion. Mais en fait, dans ces lois-là, ce qu'on y cache, ce qu'on y met, OK, ça, c'est une façade, les moins de 16 ans. OK? Puis ce qu'on y met dans la loi, là, c'est beaucoup plus délétère pour l'ensemble de la population que ce que les moins de 16 ans vivent. De toute façon, les moins de 16 ans, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se trouver des VPN. Puis avec des VPN, ils vont avoir accès à tout le site web de marde, mon gars, là, des sites là, qui ont déjà été bannis. Puis pas pour rien. Là, fait que, Ouais. en fait, ce type de législation-là risque d'avoir l'effet inverse. Ils n'ont pas étudié ça. Ils n'ont pas de données scientifiques par rapport à ça, mais c'est une expérience qui a déjà été tentée. Et ça, je reprends ça, en fait, de Pavel Durov, lors de son, c'est-à-dire le fondateur de Telegram, lors Également. de son discours qui a eu lieu à Oslo le 1er juin cette année, où est-ce qu'il nous dit, ben, hey, écoutez, moi, j'étais en Russie quand ils ont voulu faire ça, interdire Telegram. Pourquoi? Parce que lui, c'est le fondateur de Viking aussi. Puis, Ah, c'était le fondateur de Viki. Ah, ça, je ne savais pas. Tu viens m'apprendre ça là. OK. il voulait, c'est-à-dire que les agences de renseignement russes voulaient avoir accès à leurs données. Donc, lui, au début, il a collaboré. Il a donné les données aux policiers russes. Puis, il s'est rendu compte que les policiers étaient corrompus, en fait. Puis, ce qu'ils faisaient avec les données, les informations des individus, c'était pas correct. Fait qu'il a décidé d'arrêter de collaborer euh, avec les autorités. Il s'est extradé à Dubaï, puis il a fondé Telegram, puis eux autres, ils veulent quand même. Puis là, tous les États veulent avoir accès à vos données, là. Mais lui, il dit non. Puis d'ailleurs, ils ont fait la même chose avec Elon Musk, c'est-à-dire que c'est la Commission européenne qui l'a mis à l'amende pour 120 millions de dollars. J'avais fait un texte là-dessus, je pense que c'était en octobre passé. Pourquoi? Ben parce ils ont offert un deal, comme quoi que tu nous donnes accès à toutes les données de X, puis en échange, on te laisse tranquille. Ben, Elon Musk a dit non. Donc, tu sais, pourquoi les États sont intéressés à l'heure actuelle par ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Ben, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu la guerre narrative avec les médias de masse. Donc, les médias de masse, ils les ont achetés, ils les subventionnent. Les médias de masse sont subventionnés partout. C'est pas, là n'est pas le problème. Qui sont ceux qui consultent les médias de masse? C'est pas les jeunes générations. Moi, je le fais sur une base professionnelle. J'ai ma revue de presse, tout ça, parce que je veux savoir ce qui se dit à tous les jours dans les médias. Mais, et même à la grandeur de l'Amérique du Nord. Ce sont les baby boomers. Ceux qui consultent encore les médias de masse, là, comme on les consommait à l'époque, c'est-à-dire ouvrir le journal, ben là, c'est ouvrir son iPad là, pour les boomers, ou bien écouter la radio là, en déjeunant le matin, ou à regarder la TV. Qui c'est qui écoute la TV encore? Il y a juste les boomers qui écoutent la TV. Donc, écouter la TV québécoise ou une télésérie ou les nouvelles. Il n'y a plus personne qui fait ça. Là. Les gens sont tous sur les réseaux sociaux pour s'informer ou sur des Substack ou sur d'autres plateformes. Ils écoutent des podcasts, etc. C'est comme ça que les gens prennent leur information aujourd'hui. Donc, si tu perds la guerre narrative en tant qu'État, tu peux être sûr que tu vas avoir une population qui va se soulever contre toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut que tu contrôles ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça qui est visé en arrière de ça. Puis, tu sais, si tu suis, mettons, des comptes comme Reclaim the Net aux États-Unis, ils font régulièrement des articles qui n'ont aucun bon sens, là, qui nous donnent là, ce vers quoi on s'en va ici au Canada avec toutes les lois qui sont passées. Là, on pourra en reparler de ces lois-là, là, mais et qui se passent en ce moment même là, en Europe. Par exemple, il y a 12 000 personnes en 2025 ou à peu près là, qui ont été internées
en prison en Angleterre pour des posts sur les réseaux sociaux. Mhm. Il y a le cas d'un homme en Allemagne qui a juste posté sur X les fonctionnaires, ce sont des parasites. C'est tout. Il a fait ce post-là. Il a dit les fonctionnaires, ce sont des parasites. Ben, une couple de jours plus tard, je pense une couple de semaines plus tard, il y a eu la police qui est débarquée chez lui. Ils ont pris un échantillon sanguin, ils ont confisqué son téléphone, puis ils l'ont mandaté devant la justice. OK? C'est ça qui se passe en Allemagne en ce moment. Mais Ben tu là, sais, nous autres, on il y a tente. eu un premier cas au Canada médiatisé il y a à peu près 10 jours. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Ouais, Euh, je l'ai vu passer mais je ne l'ai vite, pas vite. étudié à 100%. Mais il y a un gars qui, Colin, là, je vais dire n'importe quoi si je m'aventure, mais un gars qui s'est fait psychanalyser à distance par quelqu'un c'est que par un, je pense que c'est un psychologue ou une psychiatre. Il s'est comme fait psychanalyser à distance et on OK, l'a ce cas-là, arrêté ouais. sous prétexte. C'est flou, là. Fait que je m'excuse, je me demandais si Non, c'était mais ça, possible, mais tu sais, ben, ça, on est en fait dans la même vague, là, tu sais. En fait, c'est une loi différente. Tu sais, c'est pas le même projet, mais c'est la même forme de contrôle des gens dans leur vie à distance, là, ben tu sais. là, en fait, c'est beaucoup plus pernicieux parce qu'ils utilisent la santé mentale des gens. C'est même pas Oh, oui, sur la base de la liberté d'expression, c'est-à-dire quelque exact. chose que tu aurais posté sur les réseaux sociaux. C'est que là, ils disent, ben, littéralement, tu sais, toi, avec ce que tu dis, là, de la manière dont tu t'exprimes, là, t'es fou, donc on va t'interner, là. Tu sais, ça c'est des mesures soviétiques, en fait. C'est-à-dire que l'Union soviétique faisait ça, interner dans des asiles psychiatriques les opposants politiques. Mais ça, c'est une loi qui est propre à la Colombie-Britannique. Je pense pas qu'on ait l'équivalent de ça ici au Québec. Mais je connais pas assez ce cas-là. J'ai vu l'histoire, je l'ai Ouais. survolé, mais je l'ai pas étudié en tant que tel pour pouvoir t'en parler. Ah, puis c'est Mais le même modus. Ah, excuse-moi, vas-y, vas-y. non, mais cela dit, si on s'attarde, bon, notamment au globalisme avec le post de Frank, ben moi, quand je t'ai Ouais, ben en envoyé fait, mon article, continue là-dessus, puis je veux que tu peut-être précises en même temps dans ton explication. Pour toi, globalisme, est-ce que c'est relié avec ce qu'on pourrait appeler la gauche? Est-ce que c'est relié avec le wokisme ou c'est différent selon toi? Et peut-être aussi parce que finalement, tu n'as pas fini tantôt. Te considères-tu comme un conservateur, juste au niveau personnel, mettons, là, en dehors de ces médias? Est-ce que tu te vois comme un conservateur économique, social ou autre? Ou peut-être que tu ne veux pas partager non plus tes allégeances personnelles politiques? Mais je suis curieux pour voir ton point de vue personnel sur la réalité un peu, si oui, oui, jamais non, tu ben veux moi, en parler. j'ai pas de problème à le dire là, que je suis un homme de droite, ça c'est clair. OK. Droite économique, droite identitaire, Sens-tu conservatisme. comme droite économique vers le libertarianisme ou droite économique contrôlée, plus en Ben moi, termes c'est-à-dire que de côté je aux souhaite, valeurs morales, idéalement plus, et puis avec un nationalisme, un protectionnisme? moi, je souhaite le démantèlement de l'État. Tu sais, parce que de ce que j'ai vu avec la pandémie, de la manière qu'on l'a vécu, l'instrument de prédilection, d'oppression du peuple, tout a passé par l'État. Donc, oui, pendant la pandémie, tu sais, tant l'État fédéral que l'État provincial étaient conseillés par McKinsey. Ils ont appliqué comme à la lettre là, le même plan tu sais, qui se déroulait un peu partout en Europe, où tu sais, les confinements, les mêmes stratégies psychologiques, tu sais, par exemple, bon, ben, une dose ou après ça, ça va être correct. Ou, tu sais, on a beaucoup manipulé la population. Bon, ben, une deuxième dose, ben là, les jeunes doivent faire un effort. Donc, si on atteint tel pourcentage, ben là, vous allez pouvoir faire une rentrée en classe réelle, tout ça. Donc, ça, il y a eu il y a eu de la manipulation de masse avec des techniques de psychologie sociale qui étaient promues par les conseillers, probablement, tu sais, j'ai pas la preuve de ça, mais par les conseillers de McKinsey pour atteindre des objectifs. Donc, on était vraiment dans une fin de justifier les moyens. Et pourquoi j'arrive à recouper ça de manière empirique et dire que c'était probablement promu par McKinsey? Parce que les mêmes techniques ont été implémentées ailleurs. Donc, quand tu vois que les mêmes techniques sont implémentées ailleurs, tu te dis, bon, ben, c'est pas parce que les fonctionnaires du gouvernement ont suggéré ça à ce gouvernement-là, ce gouvernement-là, ce gouvernement-là. Non, c'est une sorte d'uniformisme dans la manière d'arriver aux objectifs qui suggère un déploiement supranational de ces techniques-là, notamment par des firmes de conseil comme ça. Donc, moi, je suis pour le démantèlement de l'État euh, et euh, de manière draconienne. De manière draconienne. Genre,
on laisse les fonctions régaliennes de l'État, là, tu sais, mettons la police, les tribunaux, l'armée, mais après ça, on rend le plus de liberté possible aux citoyens, le plus d'actions possible entre les mains des citoyens, puis on va régir le vivre ensemble par la législation, par la loi. Tu sais. Puis ça, c'est une vision qui est très néolibérale. Et je l'assume sans problème. Je l'assume sans problème parce que l'instrument d'oppression du peuple, d'un point de vue de la liberté, c'est l'État. Et là, Ouais. ça nous ramène, je dirais, globaliste versus réaliste. D'une part, c'est qu'on se rend compte, bon, ben, dans le globalisme, que toutes les mêmes politiques sont adoptées partout en même temps. Donc ça, c'est un signe infaillible, en fait, d'un déploiement politique globaliste. D'une part. D'autre part, quand je dis l'instrument de prédilection d'oppression des peuples passe par l'État ou est véhiculé à travers l'État, on en a la preuve avec les lois que un an de gouvernement libéral de Mark Carney nous a amenés. Et là, je pourrais citer toutes les lois qui vont régir le contrôle de l'Internet dans l'avenir et qui ont été adoptées ou qui seront adoptées, qui ont été adoptées dans la dernière année, mais qui seront peut-être aussi adoptées dans les prochains mois. On pense à la loi C-22, une loi pour laquelle, écoute, les GAFAM, là, les grandes entreprises du web, sont toutes sorties sur la place publique pour dire que ça n'a aucun bon sens. On peut penser aussi, puis tu sais, je peux passer vite, vite à travers cette loi-là. En fait, les forces de l'ordre vont obtenir les données d'identification d'un abonné. Donc, on parle des métadonnées, on parle du nom, de l'adresse, du courriel, du numéro de téléphone, des identifiants d'appareil, OK? Sans autorisation judiciaire, c'est bien important, OK? C'est Par ça. une simple ordonnance administrative. Sont dans la dérive. OK? Mais c'est possible. Pourquoi? Par quoi? C'est par l'État et pour l'État que cela est possible. OK? Ensuite, le seuil d'accès est abaissé pour des motifs raisonnables de croire au lieu de motifs raisonnables de soupçonner. OK? Pardon, c'est l'inverse. Avant, c'était des motifs raisonnables de croire. Maintenant, c'est des motifs raisonnables de soupçonner. Donc, tu vois, maintenant, on va pouvoir espionner les gens beaucoup plus facilement, tout simplement avec Un une soupçon. petite substitution langagière dans la loi. Après ça, en cas d'urgence, la police peut saisir sans mandat les données d'abonnement, les métadonnées de communication, OK? Les données de localisation. La police peut faire ça en cas d'urgence, mais qui décide si c'est un cas d'urgence ou pas? La police elle-même. OK? Après ça, il y a une ordonnance de non-divulgation, c'est-à-dire que un citoyen peut être espionné jusqu'à 3 ans sans en être informé. Fait que toi, par exemple, tu te dis, OK, ben, je vais effectuer, ça va être régi par un ministère au gouvernement fédéral. Fait que tu te dis, moi, je vais faire une demande d'accès à l'information pour savoir si ce ministère-là a des données sur moi. Mais là, dans la loi, c'est compris que pendant 3 ans, ils ne sont pas forcés de te donner les données qu'ils possèdent sur toi. Fait que tu ne peux pas Par savoir si tu es exemple, espionné. quelqu'un qui se part un petit média indépendant, tout ça, puis qui a une trame un peu anti-État, puis qu'ils trouvent qu'ils ont des Genre, soupçons de soupçonner peut-être que tu collabores avec d'autres gens, ça. ben ils pourraient t'espionner, puis encore Ben pendant oui. 2 ans, puis tu pourrais jamais le savoir. Tu sais. Ah oui, parce que je suis un complotiste russe, genre, je sais pas quoi, là, tu sais. Exactement, whatever, tu sais. Après ça, il y a des portes dérobées obligatoires, c'est ce qu'on appelle les backdoors. Donc, tu sais, les entreprises de télécommunications puis les plateformes numériques, OK, doivent intégrer, OK, sans accès technique permanent pour les autorités, des backdoors. C'est surtout là-dessus qu'ils capotaient, eux autres, là, les GAFAM, puis toutes les plateformes de réseaux sociaux, parce qu'ils se disent, le Canada est tellement mauvais dans la protection des données. En fait, le Canada est mauvais dans la protection de ses frontières. Le Canada est mauvais dans la constitution de son armée. C'est pas pour La dénigrer les protection militaires, sacrée du mais peuple. c'est parce que nos équipements sont mauvais. Il n'y a pas de budget. C'est pas là-dessus qu'on met des efforts. On est mauvais en sécurité. Donc, pourquoi on serait bon en sécurité informatique? Donc, pour les plateformes là, de réseaux sociaux, pour les GAFAM, ça représente un risque là, de donner cet accès-là au gouvernement canadien parce qu'ils vont se faire hacker par les Chinois. Autrement dit, c'est pas compliqué, c'est ça qui va arriver. Après ça, c'est juste, ne serait-ce que cette loi-là, c'est capoté. OK? Ne serait-ce que cette loi-là. Ce que ça donne au gouvernement à travers les mains de l'État. Parce que le gouvernement et l'État, c'est deux choses. L'État, c'est une forme de gouvernance politique qu'on s'est donnée à travers un gouvernement. OK? Mais on pourrait imaginer un tout autre système politique sans qu'il y ait d'État, par exemple.
OK? Ça serait possible. Alors que le gouvernement, c'est l'exécutif, donc les ministres, et le législatif, c'est-à-dire le Parlement, les gens qui vont légiférer. OK? Mais ceux qui forment le gouvernement, ça va être le parti au pouvoir dans le législatif. Mais c'est eux aussi qui ont la main mise sur l'État, c'est-à-dire que le ministre, il va diriger son ministère, donc c'est lui qui va placer à la tête d'un ministère le haut fonctionnaire qui va le diriger. Donc, ce haut fonctionnaire-là, il va s'assurer de sa docilité, en quelque sorte, avant de le mettre en place. Des Mhm. fois, on a du monde qui sont nommés aux 2 tiers de l'Assemblée législative. C'est réellement ça qui est le mieux. Mais c'est souvent pas comme ça. Notamment le commissaire de la GRC, la personne qui s'occupe de l'Agence frontalière du Canada, Santé Canada, etc. Tout ça, c'est dirigé par le gouvernement, mais implanté dans l'État. Mais si on démantèle l'État, le gouvernement n'a plus de levier pour oppresser l'individu. Ensuite, on parle de la loi C-34, donc celle qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Bon, ben, on est tous pour la tarte aux pommes, on s'entend, on est d'accord. C'est une bonne chose, en fait, de restreindre l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 16 ans parce qu'il y a une forme d'addiction. On est d'accord là-dessus, mais ça, c'est un cheval de Troie, en fait. OK? Parce que cette interdiction-là, euh, elle va être déléguée en fait à une commission qui, elle, va être dotée de pouvoirs excessivement vastes, de pouvoirs réglementaires. Donc, la loi ne nous donne pas les détails de son étendue. Par exemple, on sait que les Canadiens vont devoir présenter une forme d'identification pour accéder aux réseaux sociaux dans l'avenir. OK? Ah, tiens donc, pour vérifier si on a plus de 16 ans. Ça se pourrait que tu aies à présenter tes cartes pour aller sur Facebook. Ben, on ne sait pas. On ne sait pas, en fait. Est-ce qu'ils vont scanner notre permis de conduire? Est-ce que ça va être un scan facial? On ne sait pas parce que ce n'est pas mentionné dans la loi. Donc, tout ce qu'ils nous mettent en gros plan, c'est comme, là, on veut protéger les moins de 16 ans, puis c'est ça l'intention. Mais en fait, tous les pouvoirs sont délégués à une commission qui, elle, va adopter par voie réglementaire ce que cette loi-là va comprendre. On est dans le néant. On ne sait pas ce qu'ils vont faire avec cette loi-là. Je l'ai lu, là, je l'ai étudié, cette loi-là, en passant. Aussi, plus inquiétant encore, avec la loi C-34, l'article 78 qui accorde aux inspecteurs de la commission le pouvoir d'entrer dans des lieux physiques, OK, comme s'ils étaient des policiers, donc un pouvoir de police avec des mandats pour saisir des objets informatiques avec lesquels tu aurais pu agir. Donc, la commission qui est supposée de superviser les réseaux sociaux peut rentrer chez toi, saisir ton téléphone cellulaire. Ça te rappelle-tu l'article de Reclaim de Net avec le gars qui a dit que les fonctionnaires étaient des parasites? Il y avait la police débarquer chez lui. Donc, c'est à peu près la même affaire qu'en Allemagne. Donc, on est en train d'accorder des pouvoirs policiers à des fonctionnaires. Qui est responsable de ça? Le gouvernement par l'entremise de l'État. On démantèle l'État, on n'a plus ce problème-là. On redonne la liberté aux individus. Et pire encore, à travers la loi C-34, on considère que pénétrer dans un lieu physique peut se faire par un instrument de télécommunication, sans même préciser ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on peut rentrer dans le lieu non physique de ton réseau social, hein, avec un mandat et examiner tout ce qui s'y trouve. Tu sais, tes messages, à qui t'as parlé, ton chat, les documents que tu conserves, etc. Donc, c'est ce genre d'espionnage-là qui va être permis si nécessairement l'inspecteur obtient un mandat d'un juge de paix parce qu'ils ont un soupçon, comme quoi que tu aurais peut-être tenu des propos haineux. Parce que, bon, ben, toi, tu parles contre l'immigration massive parce que tu trouves que là, on reçoit trop d'immigrants, mais tu sais, coudonc, il est-tu haineux, il est-tu pas haineux? Bon, on va aller fouiller dans ses messages. Fait que c'est ça. Ce que je dis là, c'est une supposition parce que la loi ne le définit pas. Tu comprends? Ça va être Ouais. fait par une commission après à qui on va avoir délégué les pouvoirs par voie réglementaire. Donc, l'objet de l'oppression ici, le citoyen par qui? Par l'État. Après ça, on prend la loi C8, la loi sur la cybersécurité et le contrôle des télécommunications. Et ça permet de faire ça. Ça permet au gouvernement d'ordonner aux fournisseurs de télécommunications, par exemple comme Bell, comme Rogers, comme Vidéotron, de retirer ou de bloquer des produits ou des services de leur réseau. Ah, ben coudonc. Pourquoi? Ben parce que si des fois ça pose une menace d'interférence ou de manipulation ou de perturbation, de dégradation
de la démocratie au Canada. Ben là, est-ce que Elon Musk est aimé ou il n'est pas aimé au Canada? Pas vraiment. Fait que, dans le fond, son réseau social, là, qui est pro-liberté d'expression, c'est une forme d'interférence, ça, avec les politiques du gouvernement? Ben, je sais pas, peut-être. Potentiellement. Donc, sur la base de la loi C8, ce serait pas impossible de bannir X du Canada. Là, quand on recoupe l'ensemble de ces lois-là, là, C22, C34, C8, c'est encore dans une démocratie libérale ici ou bien dans une forme d'autoritarisme ou totalitarisme? On est où là? T'sais? Donc, l'objet de l'oppression encore, le citoyen par qui? Par l'État, à travers la démocratie représentative, par des élus qu'on met là pour nous représenter, mais qui ne font pas ça pantoute. T'sais? Quand on regarde la légitimité démocratique du gouvernement Carney, zéro, man! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait transférer 5 élus du Parti conservateur pour avoir leur majorité. Ça n'a pas de légitimité démocratique. Ça n'a pas été voté par le peuple, ça. T'sais? Puis après ça, à travers l'entremise de l'État, il adopte des lois sur le bâillon. C22 a passé, là, aujourd'hui, il va passer demain là, sur le bâillon, puis le Bloc puis les conservateurs, ils s'agitent, puis ils sont frustrés, là, puis ils bougent sur leur chaise. Mais il est trop tard, les cocos. Il fallait le faire tomber avant, là, ce gouvernement-là. T'sais? Mais ils ne l'ont pas fait quand ils ont eu la chance. Puis ben là, on se ramasse avec un gouvernement hyper manipulateur qui a fait réussir à traverser 5 députés de l'autre bord de la Chambre, puis qui nous vote des lois liberticides. C'est ça qui se passe au Canada, man. Tu sais? Fait que, excuse-moi, j'ai Voulais-tu beaucoup parler parlé, sur là. le dernier projet de loi ou? Ben, c'est ça. Puis après ça, tu as le projet de loi C9. Ben, je veux juste rajouter aussi Attends un petit peu qu'avec. avant, on va, pour pas que te couper pendant que tu parles, on va switcher de réunion. OK. Non, excuse-toi pas, c'est parfait en fait. Puis j'aime ça en plus parce que les projets de loi comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai parlé vraiment non plus. Fait que ça me permet d'avoir un genre de segment là-dessus pour les gens qui peut-être sont curieux de suivre ça un peu, là, tu sais, puis qui n'ont pas non plus passé beaucoup de temps à étudier ça. Fait que là, je pense que tu avais un des derniers projets ou un dernier point sur C8 que tu voulais parler. Ben, c'est ça, c'est parce qu'à partir du projet de loi C8 aussi, ça mentionne, ben, la loi C8, ça a été adopté, que le gouvernement peut couper l'adresse IP de toute personne, euh, comme ça, dans le temps de le dire, ou d'un groupe de personnes. Donc, par exemple, toi, tu fais partie d'un groupe de revendication, je sais pas, identitaire, nationaliste, québécois, là. Puis ben, le gouvernement considère que vous représentez un danger, ou vous ne suivez pas les lignes directrices de l'idéologie dominante, whatever, peu importe la raison, man, vous êtes un élément perturbateur, comme on disait tantôt. Hein, c'est quoi? C'est menace d'interférence, manipulation, perturbation, ou dégradation de l'État démocratique au Canada. Bon, ben là, écoute, eux autres, on les coupe d'Internet. Flanc, comme ça. Coupe le groupe en entier, là, leur adresse IP est fermée, jour au lendemain. Fait que ça, c'est une autre possibilité qu'il y a dans le projet de loi C8, ben, dans la loi C8. Puis après ça, tu as, la loi C9 aussi, la loi C'est neuf, C9 ouais, c'est ça. qui est sur les crimes haineux et la liberté d'expression. Le problème de C9, c'est qu'on vient redéfinir ce qu'est un crime haineux et on abaisse le seuil à partir duquel une poursuite va être possible. Donc, on définit le crime haineux comme une infraction motivée par la haine fondée sur la race, l'origine nationale, ethnique, la langue, la couleur, la religion, le handicap, tout ça. Bon, OK. Mais le truc, ça, c'est correct. Ça peut être légitime dans une certaine vision de la démocratie, là, tu sais. Certaines personnes vont dire qu'on est en train de criminaliser un sentiment qui est la haine et que c'est pas acceptable. D'autres vont soutenir que c'est acceptable. Le problème là-dedans, c'est la définition du mot haine qui a changé par rapport à ce que c'était auparavant, parce qu'il ne faut pas penser que les crimes haineux, ce n'était pas encadré par la loi, ce l'était. Pourquoi ils ont révisé la loi? Pourquoi ils en ont émis une nouvelle? C'est justement pour abaisser le seuil de poursuite criminelle envers les crimes haineux et de redéfinir la définition de la haine. Ça va leur permettre de faire quoi? D'emprisonner bien plus de gens. Puis là, le monde va dire, mais t'es complotiste, t'es fou. Ouais, mais OK, mais pourquoi ils ont fait ça d'abord? Il y a un objectif derrière ça. Il y a un objectif. Si tu passes une loi comme ça en abaissant les seuils de poursuite, en redéfinissant le mot haine, qui est maintenant beaucoup plus large, c'est parce que tu as l'intention de poursuivre des gens en justice avec ça. Tu as l'intention de faire quelque chose avec ça. Là. Sinon, la loi actuelle, elle aurait été conforme, elle aurait été adéquate pour le vivre ensemble en société démocratique. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on en donne?
comme définition du mot haine, ben, c'est un sentiment qui implique la détestation ou le dénigrement. Donc, c'est un élargissement majeur du concept. OK? Avant, ça n'impliquait pas ça. Ça n'impliquait pas la détestation ou le dénigrement. Et là, ce qui est aussi capoté, c'est que quand je dis on abaisse le seuil de poursuite criminelle pour ça, c'est qu'avant, quand il y avait un crime haineux, c'était une charge qui est quand même très importante. Ça nécessitait l'approbation du ministre de la Justice canadien, donc le procureur général, pour pouvoir entamer une poursuite contre un individu pour un crime haineux. Maintenant, non. N'importe quel procureur de la Couronne va pouvoir faire ça. Ben, des procureurs de la Couronne, là, il y en a un puis un autre au Canada, puis ça pense pas tout pareil, puis il y en a qui sont woke, puis il y en a d'autres qui sont pas woke, puis tu vas voir, il va y avoir différents types de poursuites par rapport à ça. Puis probablement que tant que les libéraux sont au pouvoir, ben, les poursuites pour crimes haineux par rapport aux procureurs woke là, qui veulent poursuivre des gens qui sont plutôt réactionnaires, va en avoir. Va en avoir, je te le garantis. C'est ce que tu vas voir dans les médias. Euh, Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça pose, tu sais, si tu combines l'ensemble de ces lois-là, tu sais, là, je sais pas, moi, le fait de dire qu'un fonctionnaire, c'est un parasite, c'est du dénigrement, ça, sur les médias sociaux? Fait que là, en plus d'être poursuivi en fonction de qu'on va avoir été espionné avec C22 puis C34, on va utiliser C9 pour te poursuivre, puis là, ben, tu fais face à un potentiellement 5 ans d'emprisonnement ou peut-être à vie, tout dépendant, tu sais. Fait que, moi, je suis très inquiet, mon gars, pour la poursuite des choses au Canada, pour la suite des choses, là. Et ça, c'est Très inquiet. une des choses qui ressortait dans le petit texte justement que tu m'avais partagé, puis que je voulais noter aussi, c'est que tu as un point de vue quand même inquiet sur le futur. Puis pour ici, tu sais, pour faire mon zoom out un petit peu, tu sais, ça recoupe différents segments des médias alternatifs. Exemple, tu sais, si je pense dans un autre côté qui est plus à droite, la gang de Théo Vox avec Richard Descaries, c'est quelqu'un qui a une analyse similaire à ça, qui voit que le paysage est très sombre pour l'avenir, exemple. Donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un petit peu autour de cette idée-là. Tu as quand même un clash avec d'autres types de médias. Puis moi, je suis, exemple, Alexis Cossette-Trudel, qui lui est comme non, à peu. Oui, il y a tout ça qui se passe, mais il y a Trump, et Trump a un agenda qui est pour casser le globalisme et ramener la souveraineté nationaliste en opposition à ces mouvements-là qui se font présentement. As-tu une opinion favorable de cette théorie-là? Évidemment, Oui. il y a tout l'aspect QAnon qu'on peut laisser de côté, qui est le supposément plan derrière Trump, une espèce de plan militaire qui aiderait Trump, qui est la face de cette affaire-là, pour contrer cette espèce d'entité globalisme avec ses tentacules qui prend un peu le contrôle de tout. Penses-tu qu'il y a vraiment une résistance de ce côté-là ou, selon toi, c'est peut-être une résistance de façade, comme ceux qui disent que dans le fond, non, non, mais oui, Trump, il résiste en surface, mais en bout de ligne, il est aussi impliqué, il est impliqué dans les Epstein Files, c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore relâchés. Et dans le fond, il fait le même jeu pour que les gens avec une fibre patriotique restent dociles, et peut-être pas indociles, mais dociles, et que dans le fond, à la fin, ils vont tous nous mettre dans la même marmite bouillante et tout le monde va bouillir en même temps. Ben, c'est difficile à dire. On spécule beaucoup, là, tu sais, quand on se projette comme ça. Euh, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que, dans le fond, si on analyse juste les paroles des Parce gens, que, excuse-moi, je vais faire juste une petite parenthèse de plus avant de te laisser continuer, une petite précision, parce que dans ce point de vue-là, aussi l'aspect globaliste, cette entité-là, est très associé avec la mouvance woke aussi. Donc, tous les détails de ces lois-là, c'est pas tous les trucs que tu as nommés, ça fait très intersectionnel, ça fait très victimisation, donc se plaindre de haine, etc., diminution donc de la responsabilité et attaque face au manque de résilience personnelle, au manque de souveraineté individuelle et par fractalité, je dirais, vers la famille, vers la nation. Donc, c'est de retirer la souveraineté des individus pour s'en remettre à une entité d'autorité externe qui va décider, non, non, c'était haineux, c'était méchant envers toi, donc on condamne tel propos. Donc, je dis ça parce que en ramenant l'idée de Trump et d'un retour potentiellement au protectionnisme des nations, c'est aussi un aspect de droite versus cette espèce de gauche débridée-là que je voulais voir. Et l'autre point que je ne sais pas si ça va, c'est quelque chose qui va te parler en même temps, mais
il y a un point qui m'intéresse, puis que je voulais juste le lancer comme ça pour les gens qui ont peut-être jamais pensé à ça. L'aspect néoconservateur, parce que tu as parlé de néolibéralisme tantôt, mais tout l'aspect néocons qu'on a vu, qui sont la gang de l'huile, là, tu sais, donc le libéralisme à outrance, mais face au profit de la privée des entreprises comme des ferroviaires ou de l'huile, etc. C'est en fait des anciens, j'ai compris ça juste, mais il n'y a même pas 2 ans. Ces gars-là, c'est des anciens trotskistes, en fait. C'est aussi des gens qui proviennent du milieu de l'URSS, communiste désaffecté de New York, qui se sont identifiés comme étant des conservateurs, mais juste parce que c'était des pro-énergie, finalement. Et dans le fond, ils font partie de la même entité globaliste en bout de ligne également. Donc, j'ai mis ça juste pour une idée comme ça que j'ai lancée en l'air, que je voulais dire, que je pense que j'ai jamais verbalisé vraiment. Mais c'est important aussi dans le paysage global des 40-50 dernières années de voir le rôle de l'aspect néoconservateur dans la marche globaliste, si on veut, qui nous a amenés jusqu'à maintenant. Donc, fin de cette petite parenthèse-là. Donc, je te relance, tu t'en allais commencer sur comment tu perçois, en fait, s'il y a réellement un combat entre les globalistes et le mouvement trumpien. Ben, OK, c'est une vaste question, tout ça. Ouais. Très bonne intervention, mon cher Gab. En fait, euh, pour ce qui est de l'origine du néoconservatisme, je ne mentirais pas, là, je ne suis pas au courant de ça, là, je ne connais pas tout, là. Peut-être que c'était des trotskistes, peut-être que ça ne l'était pas, je ne sais pas, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Je te dirais pas Euh, que je t'assure que c'est un fait vérifié, vérifiable hors de tout doute. Je pense que oui, mais j'ai pas passé non plus énormément d'heures à faire ça. Pour moi, quand j'ai catché ça, puis j'ai vu les recherches d'une des personnes en question, j'ai fait, ben oui. Ça fait tellement de sens. Et dans le fond, c'était une fausse division, encore une fois, entre les néoconservateurs et les libéraux. Mais en bout de ligne, c'était tous le globalisme. Et c'est les mêmes entités qui sont. C'est la même gang que l'Open Society de George Soros. C'est ça, c'est toute la même affaire. Et c'est le libéralisme à outrance, en fait, l'antifrontiérisme et donc l'identitarisme et la perte de souveraineté. Les néocons, évidemment, c'est pour ça que dans le fond, Fox, c'est néoconservateur, c'est ça, tu sais, c'est Fox, tu sais. Finalement, mais c'était la même chose en bout de ligne, tu sais. C'est pour ça que même Fox et cette gang-là détestaient Trump, considérant que Trump était un agent hors système globaliste, si on veut. euh, OK. Bon, dans le fond, là, les néoconservateurs, OK, c'est des impérialistes. C'est juste du monde qui vont représenter des compagnies américaines pour mener des guerres à l'échelle globale pour aller chercher et piller des ressources dans d'autres nations. C'est à peu près ça. C'est la vision que j'en ai des néoconservateurs. C'est excessivement exécrable, mais c'est pas pour rien qu'on dit l'Empire américain. Euh, ensuite, pour ce qui est de Trump, qui tient tête au globalisme, ben oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec l'analyse de Cossette Trudel. Il n'y a pas de problème avec ça, puis que tu as synthétisé. Nonobstant tout le côté de QAnon que je connais moins, puis qui ne m'intéresse pas pour autant, là, particulièrement. Mais ceci étant dit, ce qui est important de voir, c'est de juger les gens à leurs Donc, tu actions. penses, excuse-moi, tu penses que c'est une vraie tension, selon toi? C'est pas Oui. fake? Oh, oh, oh. Tu penses que Tout Trump à est fait, quand tout à même, fait. Moi, je peu pense que importe ce qu'on Trump, c'est pense de un. lui, du personnage, tu penses qu'il est sincère dans son désir de redonner un peu le pouvoir aux nations, Oui, au peuple, oui, etc. oui, surtout aux États-Unis. T'sais. Surtout aux États-Unis, puis on le voit là, de la manière dont ils se comportent. Puis, moi, je pense que c'est ça. C'est important de ne pas juste analyser les discours. Les discours ont leur importance, mais le problème, c'est que les discours, ben, c'est juste des paroles verbales. Hein? Ça n'implique rien. Tu sais, quand on. Moi, j'ai fait un article d'enquête sur le 1 an de Mark Carney, les 68 discours qu'il avait dit pendant 1 an, avec une analyse langagière pour les patterns linguistiques qui revenaient le plus souvent. Puis il disait souvent un Canada fort ou on vit dans un monde dangereux. Tu sais, ce genre d'affaires-là. Fait que tu sais, tu vois qu'il martèle un message, martèle un message. Donc, tu sais, il y a un agenda derrière ça, OK? Mais il faut juger les gens à leurs actions, en fait. Donc, qu'est-ce que Trump a fait depuis qu'il est au pouvoir depuis 2 ans? Il a fermé la frontière sud. Il l'a fermé pour de vrai, là, parce que, tu sais, la frontière sud, là, mon gars, là, des fois, là, pendant sous Biden, là, il rentrait au Texas, à El Paso, là, 10 000 personnes par jour, à un point tel que le gouverneur Greg Abbott du Texas avait mandaté la garde nationale, puis qui avait déclaré l'état d'urgence, puis qui avait mis
des fils barbelés le long du Rio Grande, man, En pour tous dépit les du migrants. fédéral En démocrate. dépit du fédéral, puis les gardes frontaliers du fédéral défaisaient ce que la garde nationale du Texas avait fait pour laisser passer. OK? Fait qu'il y avait une immigration massive qui était voulue par l'administration Biden. OK? Trump a a fait fermer la frontière en claquant des doigts, là. Ça passe plus à la frontière sud. C'est Ah, fini, on ça n'en n'a entend pas plus été long pour parler. de vrai, là, tu sais, On n'en entend plus parler. Donc ça, tu sais, je veux dire, donc là, tu protèges ton peuple de l'envahisseur externe. OK? Parce que là, on a beau dire, ah oui, mais là, c'est du monde qui viennent du tiers-monde puis qui veulent améliorer leur sort, puis ils sont donc gentils, puis ils veulent juste vivre dans nos... Non, c'est pas vrai, là. Il y avait toutes sortes de gens qui rentraient là. Il y avait du trafic d'êtres humains à pelleter. OK? Les gens, ils sont au Québec puis au Canada, partout dans le monde à cause des médias libéraux, là, sont contre Trump. OK, mais c'est dur, OK, pour une féministe, là, qui est contre Trump, de réaliser que Trump a fermé la frontière sud puis qu'il a sauvé des vies de femmes. Parce que qui est victime du trafic d'êtres humains? Man, c'est les femmes. pas les joueurs Pourquoi? de football, armoire à C'est glace, on s'entend, là. parce qu'ils sont vendus comme objets sexuels. Ben ouais. C'est du trafic d'êtres humains pour de la prostitution, des réseaux de proxénétisme. Puis quand ça fait plus, t'es tu puis tu vends les organes, mon gars. C'est ça qui se passe à la frontière sud des États-Unis. Puis Trump, il l'a fermé. Fait que Trump, il sauve des vies. Puis il sauve des vies d'immigrants. OK? Fait que ça, c'est capoté, là. C'est là que l'aspect Quand... psychologique de ce qu'on appelle la mouvance woke aussi, mais tu sais, la théorie du genre, puis le LGBTQisme et tout ça, OK, c'est là que c'est intéressant de voir l'interaction entre ces cercles-là aussi, selon moi, ma perspective. C'est que en imbriquant dans la population ces théories mentales-là, c'est que tu manipules beaucoup l'empathie féminine aussi des femmes. C'est parce que d'un côté, euh, les femmes, oui, ils vont trouver ça horrible et tout ça. Ils vont, en théorie, devraient se braquer contre et être pour la fermeture des frontières. Mais de l'autre côté, finalement, dans le fond, ah, mais on n'est plus juste des femmes. N'importe qui est une femme, fait que n'importe qui peut se faire violer. Et ils veulent défendre aussi les minorités de l'autre côté. Et donc, l'instinct naturel de braquage, si on veut, ou de défense de la cause féminine est divisé et comme en scission, en fait. Et cette réaction-là, que tu dis c'est difficile mentalement, c'est un peu en conséquence de ces programmes-là qui sont infusés par la machine globaliste et médiatique dont on parlait tantôt pendant des années, qui fait que le réflexe naturel n'est plus là autant et aussi facile de vouloir se conserver en tant, je pense, que femme à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou si je t'ai amené à une place que tu trouves qui ne fait pas de sens, mais pour moi, cette espèce de manque de réaction-là est une conséquence, encore une fois, aussi de ce qu'on peut appeler, d'une certaine façon, le wokisme culturel ou identitaire, faussement identitaire. Ouais, ben, tu sais, il y a plusieurs éléments là-dedans. Euh, je dirais qu'il y a beaucoup de propagande, là, tu sais. Je veux dire, quand on martèle un message jour après jour avec les médias de masse, c'est sûr que si toi, tu es quelqu'un qui consomme des médias de masse, tu vas finir par l'enregistrer, tu vas être endoctriné par ce message-là, c'est évident. Donc, il y a beaucoup de propagande, d'une part, une propagande anti-Trump. Donc, si tu te positionnes en tant que démocrate, ben à ce moment-là, tout ce que va faire Trump, ça va être le mal incarné, tu comprends? Donc, tu ne pourras pas lui concéder des points. Tu ne pourras pas dire c'est une bonne chose qui ait fermé la frontière, nonobstant que tu sois un homme, une femme de gauche, postmoderne ou LGBTQ ou whatever, parce que tu es endoctriné, parce que tu n'es pas capable de réfléchir rationnellement et de dire oui, objectivement, c'est un bon move de faire ça. Ça l'a mis fin ou ça l'a cessé de manière draconienne la traite de personnes à la frontière sud pour les réseaux de proxénétisme avec des adolescentes ou des enfants ou des femmes qui étaient trafiqués par les cartels mexicains qui les amenaient jusqu'à la frontière, puis que le pauvre père qui vient du Venezuela doit, s'il veut, pouvoir franchir ce dernier point-là pour rentrer aux États-Unis, laisser partir sa jeune fille de 16 ans. Tu sais. Ce genre de scénario-là a dû se Ouais. produire des centaines et des centaines de fois. Et, ils ne revoient plus leur enfant mitraillette sur la tête, on prend la fille, puis bye-bye. OK? Donc, donc ça, c'est d'une part, tu sais, tu ne peux pas t'imaginer que Trump a réussi à enrayer ce problème-là parce que tu es toi-même, ça fait 10 ans qu'on te martèle avec la propagande anti-Trumpienne. Ça, c'est une part, OK, d'une part, c'est une chose. D'autre part, ben, c'est sûr que si tu te positionnes, en fait,
comme étant quelqu'un qui idéologiquement est progressiste et qui est inclus, dans ton progressisme tous les opprimés de la Terre, OK? De l'homosexuel à la femme homme trans, LGBTQ, à la personne racisée, etc. Ben à ce moment-là, tu vas dire oui, on veut que les migrants viennent chez nous parce que ce sont des opprimés de la Terre. Donc, c'est le sans-frontiérisme. Donc, on veut qu'ils améliorent leur sort, OK, tout ça. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils arrivent de sociétés anomiques complètement dysfonctionnelles dans lesquelles il n'y avait pas de normes, de lois, de règles. C'était régi soit par des cartels, des gouvernements corrompus, etc. Puis euh, ces gens-là, ils n'étaient pas habitués d'opérer en société comme nous, on opère en société. Tu prends ton char, toi, tu vas faire un stop, c'est normal, tu as été habitué comme ça, tu ne vas pas voler au supermarché, tu es habitué, tu as été élevé dans une société occidentale civilisée. Bon, là, tu fais rentrer des gens qui viennent du tiers-monde en masse. Faut pas que tu te surprennes que ça crée du crime, tu sais. Ça crée de la criminalité. Ces gens-là, ils arrivent, ils n'ont rien, puis ils connaissent pas c'est quoi la vie en société occidentale. Fait que c'est sûr que ça va augmenter la criminalité, puis c'est ce qu'on voit partout en Europe, en Angleterre, puis même avant que Trump prenne le pouvoir, là, l'insécurité à cause des migrants qui étaient rentrés était capotée. Là, vraiment, là, il y a eu du monde qui sont morts. Puis c'est pas pour rien qu'il a lâché ICE à travers les villes, puis qu'il a essayé de rétablir l'ordre. Il a fait le ménage à Washington, tout ça. Mais ça, si tu n'as pas consulté des sources de médias alternatifs, tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas être au courant de ça. La seule chose que tu vois, c'est qu'il est donc méchant parce qu'il opprime des gens qui sont les pauvres de la terre, les gens qui sont déjà des opprimés, alors que c'est probablement des gens de gang, là, des criminels qui sont rentrés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des familles tout à fait normales qui ont réussi à passer à travers la frontière pour venir améliorer leur sort. Il y en a très certainement, mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que tu as fait rentrer des criminels. Quand tu fais rentrer 10 000 personnes par jour, là, par El Paso, là, je suis désolé, mais c'est sûr que tu fais rentrer des mauvais éléments aussi. Là, puis tu sais pas ce que tu as sur ton territoire. Tu as des espions chinois, tu as du Hezbollah, tu as tout, man, les problèmes de sécurité qui viennent avec. C'est évident. Fait que non seulement tu as la propagande médiatique qui vient, si tu veux, endoctriner le peuple sur l'agenda pro-démocrate de sans-frontiérisme, puis après ça, tu as la gauche progressiste postmoderne qui, elle, veut défendre chaque identité opprimée, peu importe ce qu'est cette identité-là, et va se mettre à détester Trump parce qu'il opprime une identité. Puis, pas une, là, plusieurs. Il a interdit les trans dans les sports. Tu peux avoir des hommes qui compétitionnent dans les sports de femmes. Ouais. Méchant Trump, méchant, méchant. Tu comprends? Il a fait plein de choses comme ça. Donc, tu sais, oui, ça, c'est le rétablissement d'une forme de sens commun traditionnaliste, si on veut. Hein? Protéger ses frontières. Un homme est un homme, une femme est une femme. Après ça, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un certain nationalisme économique. Il veut arrêter le commerce international basé sur le libre-échange parce que tout le monde impose des tarifs qui sont subsidiaires et importants aux États-Unis. Comparativement à ce que les États-Unis peuvent imposer. Puis ça, c'est la dichotomie Canada-États-Unis, c'est-à-dire que on impose bien plus de tarifs aux États-Unis qu'ils nous en imposent depuis des années. Mais là, à partir du moment qu'ils veulent nous en imposer, on s'offusque. Ben, c'est sûr, parce que si on fait juste jouer le jeu du libre marché, mettons qu'on annule les tarifs d'un bord puis de l'autre, on va perdre parce que les autres ils ont un plus gros marché, leurs entreprises sont plus concurrentielles que les nôtres, sont plus fortes économiquement. Fait que pour survivre, il faut qu'ils nous subsidiarisent euh, par l'entremise de l'imposition de tarifs que nous, on leur fait payer. OK? Fait que c'est sûr que le nationalisme économique de Trump, ça déplaît au globalisme. Il joue plus le jeu. Le jeu de l'idéologie aussi, avec tout le LGBTQ trans, là, tout ça. Il joue plus le jeu. Le sans-frontiérisme, il joue plus le jeu. Fait que, tu sais, puis même l'urgence climatique, il joue plus le jeu. Fait que c'est sûr que c'est un nationaliste. C'est sûr qu'il s'inscrit en faux par rapport au courant globaliste. Fait que, à partir de là, est-ce qu'il utilise autant le levier de l'État? Je pense que oui, il l'utilise. Donc, l'État est toujours présent pour opprimer le citoyen. Moi, je m'inscris plus dans la mouvance néolibérale, donc démantèlement de l'État
pour justement que l'État n'ait plus ce levier-là pour opprimer le citoyen à travers ses instruments législatifs. Il crée tout le temps plus d'instances. On le voit avec la loi C-34. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une commission. Qu'est-ce que la commission va faire? Fouiller dans vos réseaux sociaux, mandater des inspecteurs pour débarquer chez vous à travers le levier de l'État. Fait que, tu sais, si on ne démantèle pas l'État, on a un méchant problème. Il faut redonner la liberté aux individus. Moi, c'est comme ça que je me positionne. Donc, un média de droite nationale, oui, traditionnel, oui, néolibéral aussi. Donc, tu sais, voilà, la gauche peut me détester tant qu'elle veut. C'est ce que je suis. All right. Hey, Colin, il y avait d'autres trucs que je voulais amener, mais je pense que c'est une bonne petite fin. De toute façon, ça l'a fait un beau wrap-up avec l'idée de redonner la liberté aux gens et que c'est une des valeurs, en fait, que tu défends. Et pour moi, je pense que c'est vraiment important aussi. Moi, je parle tu sais, vraiment en termes de souveraineté personnelle, de responsabilité personnelle et autant intellectuellement et au niveau médiatique, mais aussi, moi, je pense que c'est important pour les gens de faire le pont avec l'aspect biologique en termes de s'occuper de soi, de son corps. Il y a un certain lien avec la santé à plusieurs niveaux là-dessus pour moi. Puis là, je te mets pas ça dans ta bouche. C'est un de mes agendas à moi personnel ici, c'est aussi de prendre ses propres responsabilités parce que c'est difficile d'avoir un esprit sain dans un corps malsain et à l'inverse aussi. Et donc, si on veut être en santé longtemps et pouvoir agir en liberté, en fait, ben, c'est important aussi de se responsabiliser à plusieurs niveaux. Fait que moi, j'invite les gens à se donner un maximum de liberté à tous les niveaux possibles dans leur vie. Et donc, aussi en termes de consommation de médias et tout ça, fait qu'on va réinviter les gens à te suivre et t'encourager potentiellement et t'écouter. Tu collabores aussi, t'es chroniqueur avec la radio, c'est CJMD, si je C'est me ça. trompe pas. Oui, la CJMD radio Lévis. 95. 96.9. 96.9 qui est à Québec ici. Et est-ce que tu as d'autres collaborations officielles aussi que tu fais Oui, contre... avec Cieux FM, qui est une radio de la Baie des Chaleurs, le 94.9, je crois. En fait, je tiens une chronique une fois ou 2 semaines sur l'émission d'un ancien collègue de travail là, à TVA. Donc, super intéressant. Tu sais, on parle de mes textes, comme on vient de le faire là, toi puis moi, mais tu sais, dans un format beaucoup plus condensé. Ouais, ouais, évidemment, bien sûr. Et donc, pour les gens qui auraient peut-être manqué le début ou qui ne se rappelleraient pas, qui voudraient googler ça rapide, rappelle ton site web et Indocilemedia.com. indocilmedia.com. On te suit aussi sur X. C'est-tu ta plateforme principale ou Facebook? Oui, oui, c'est ma plateforme principale X, arobase Indocile Média. Mais sinon, sur Facebook aussi, ça a commencé à lever là, dernièrement. J'ai eu une couple de bonnes vidéos qui ont fait pas mal de vues. Fait que, tu sais, ça devient intéressant. Depuis que Euh, tu as décidé de TikToker ton média. Ah! Ouais, ben, je sais pas, là, tu sais, c'est Ben, il comme. faut, mais ça marche. Mais c'est le média d'une autre génération, tu comprends? Tu sais, c'est Ouais. comme, on dit, tu sais, les boomers, eux autres, sont attachés à leurs médias traditionnels. Bon, ben, tu sais, moi, génération Y, ben, écoute, c'est Facebook, c'est X, mais oui, je me suis mis à Instagram, oui, je me suis mis à TikTok, mais j'utilise très peu, en fait, là, tu sais. J'aime ça. Tu viens de dire que tu t'identifies comme génération Y et tu n'as pas sorti le milléniaux. Et j'adore ça parce que à partir des années 2005-2010, ils ont mis les Y avec les milléniaux, les millénarios, whatever, les milléniaux. Je sais pas si tu as Ouais, vu ça. whatever, Puis man, moi, ça n'a j'étais jamais comme été non, appelé de non, même, non. Moi, là. je suis comme on est un Y, on n'est pas les mêmes. Parce que c'est là qui sont nés dans les années 80, début 90. On n'est pas pantoute des milléniaux. On a connu le monde d'avant Internet, nous autres encore. On est les derniers qui ont connu C'est le vrai, monde avant Internet. Fait qu'on est c'est vraiment vrai. le Y, l'espèce de charnière, en fait, moi je vois ça comme la génération charnière entre le monde analogue à 100% et le monde hybride d'après avec les jeunes milléniaux. Fait qu'écoute, en tant que bon Y, tu as un média hybride en fait qui combine le tout, j'adore ça. Donc, Indocile Média à suivre. Merci énormément de ta Merci à toi, présence, Gab. Julien Très apprécié. Caron-Carrier. C'était vraiment cool, honnêtement. J'aime beaucoup ta mentalité, si je peux le dire comme ça. Ta fougue aussi, il y a plein de choses que tu as abordées qui sont intéressantes pour nous autres. Puis honnêtement, je me suis beaucoup empêché de parler parce qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais dire, mais je trouve que ça fait un épisode parfait pour apprendre à te découvrir, puis pouvoir te suivre plus longtemps dans le futur pour ceux qui ça intéresse. Fait que merci beaucoup. Pour On se les refera autres, ça, man. C'était le merci d'avoir fun. été là. Yes, sir, ça fait un plaisir.
Pour les autres, ben, merci Excellent. d'avoir été là, mais il veut qu'on refasse ça, mais vous savez qu'on ne le fera sûrement pas, bien sûr, parce que l'objectif, c'est d'arrêter le podcast et que, comme toujours, au plaisir tout le monde de ne pas se revoir dans un prochain épisode. Ciao, gang. Merci d'avoir été là. Julien, merci. Bonne poursuite, bon succès avec Indocile Média. Merci à toi aussi. J'espère que tu vas réussir à arrêter. Yes, sir, merci. On lâche pas la patate. Salut.